Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 3, épisode 8. Je suis, comme à l'habitude, Simon et je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur Jean-François Crédit. Hello Simon, ça va? Oh, salut Jeff, ça va bien? Ça va bien. Aujourd'hui, épisode bien spécial. En fait, on est en direct des bureaux du Triton Noir et du Scorpion Masqué. On partage un bureau, peut-être qu'on pourra en reparler plus tard. Et on reçoit un invité tout à fait spécial. En fait, artiste 2D, 3D depuis 1993. Il a monté les échelons rapidement dans l'industrie du jeu vidéo. En 2008 et 2012, il alterne Ubisoft, Gameloft et en 2011 arrive au Québec. Il a été producteur, designer de jeux, producteur associé, chargé de projet, artiste 3D. Il a participé à plus de 20 jeux, principalement vidéo. Depuis ses débuts, donc qui datent de 1993, la plupart d'entre vous n'étaient peut-être même pas nés. En 2013, il fonde le Triton Noir, alors il lance sur Kickstarter directement une campagne quelques mois plus tard sur le jeu V-Commando, que plusieurs d'entre vous ont sûrement vu passer, qui a très bien fonctionné. En plus du même coup sur sa campagne Kickstarter, il sort 2 extensions, Résistance et Secret Weapon. D'ailleurs, V-Commando Résistance a reçu le Seal of Excellence de Dice Tower. Il a aussi reçu la récompense des 3 listes auteurs d'ici en 2017. Mais en fait, ce n'est que le début pour le Triton, parce que très bientôt, très bientôt, s'en vient probablement le plus gros Kickstarter de tous les temps. En fait, on veut pas trop s'exciter, mais bon, le jeu Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Nous accueillons Monsieur Thibaut Delatoine. Hello. Salut Thibaut, ça va bien? Salut, oui, très bien. Nice. Fait que ça fait quoi de repasser à travers toutes tes années de designer et de membre important de l'industrie du jeu? Membre important, je sais pas, mais oui, c'est un bon résumé, effectivement, de mon parcours, là, depuis le début, toujours dans le jeu, ou presque. Ouais, ben c'est vraiment intéressant, puis j'ai bien hâte là, d'en découvrir un peu plus sur toi, un personnage un peu secret, hein, comme le dit ton nom, le Triton Noir. Mais avant tout ça, on va y aller peut-être avec un peu d'actualité ludique. Je sais pas, JF, si tu as joué à des jeux récemment qui méritent d'être mentionnés, des petites choses que tu as faites, le fun. Oui, absolument. Mais écoute, j'ai joué à un jeu que tu as joué il y a pas si longtemps, Oh, ok. qui est le jeu Exposition Universelle. Oh, Chicago 1893. Boum! Ben oui, exact. Très fortement recommandé Oh par oui. notre bon ami David Dupéret. Alors, oui, j'ai eu la chance de l'essayer. Et vraiment intéressant comme Ouais. jeu. Je trouvais que la thématique était... Ben déjà, la thématique est originale. C'est rare qu'on voit des jeux avec une thématique d'exposition comme ça. Et ben, c'est principalement un jeu de majorité où tu vas essayer de placer tes influences dans 5 zones différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu places une influence, tu vas aussi ramasser toutes les cartes de cette zone-là. Oui, absolument. Et une fois que c'est fait, ben, tu vas rajouter des cartes. Tu vas en rajouter 3, mais tu vas en rajouter une dans cette zone-là et ensuite dans les autres zones adjacentes à la zone que tu viens de placer un cube. Donc, au début, les zones ont 2 ou 3 cartes, mais évidemment, plus la partie avance, ben, plus une zone peut avoir plusieurs cartes. Donc, ça devient plus intéressant parce que tu les prends toutes. En gros, ben, tu essaies de faire des majorités, donc tu essaies d'accumuler des cartes. Ben, un peu de même couleur pour faire des séries. Il y a 5 couleurs, tu essaies d'avoir le plus de séries possible de couleurs différentes. Il y a aussi des cartes directement qui te donnent des points de victoire. Donc, une belle panoplie de choix, assez rapide, un bon 45 minutes, bien... C'est compact, hein? Oui, très compact, très serré comme jeu aussi. Tu n'as pas beaucoup de marge d'erreur quand tu veux... Bon, quand tu te fixes des objectifs, tu te dis, je vais essayer d'atteindre ça. Mais vraiment intéressant. Bon petit jeu, ça vaut vraiment la peine. Oui, j'ai bien aimé ça d'ailleurs, j'ai hâte d'y rejouer. Là. J'ai Ouais. un petit peu oublié comment ça se passait, mais ouais, j'ai bien hâte. Non, c'est le genre de jeu que je pourrais avoir dans ma collection. Puis sortir quand même souvent parce que je pense que ça serait un excellent petit filler début ou fin de soirée. Ouais. Ou tu sais, beau petit jeu en clean. Là. Moi, je le recommande.
Magnifique. Et toi, Thibaut, est-ce qu'il y a des jeux que tu as joués récemment, que tu voudrais nous partager, ou peut-être des activités ludiques que tu aurais pu faire? Alors en ce moment, on est vraiment concentré sur le travail, donc c'est sûr que je joue pas beaucoup. Non, j'ai testé The Godfather Ok, récemment, Ah. oui, oui, oui. que j'avais acheté comme référence pour les figurines quand on était un peu en recherche de style ou de sculpteur, etc. Puis j'y avais pas joué, puis là on y a joué, donc bon, C'est As-tu cool. aimé ça? Disons que on a fait 2 parties, et je pense, j'ai l'impression d'avoir déjà un peu fait le tour, Ah donc ouais, c'est hein. pas, ouais, voilà. Puis j'ai trouvé que le thème était pas hyper. Tu sentais Je pas ne vais pas tant? dire ça fait plaquer, voilà, mais je trouve que à part des figurines, j'ai pas vraiment eu l'impression d'être dans l'ambiance, donc bon, moi ouais. Mais ça mais reste c'est un jeu vrai de majorité, hein, je pense. c'est ça, et il faut quand même que je dise que c'est pas du tout mon genre de jeu non plus, Ouais. donc il y a quand même ça. Donc je suis Gros, sans doute pas la bonne personne pour juger. Gros jeu d'Eric Lang entre Blood Rage et Rising Sun, Oui. qui a passé vraiment inaperçu. Tu dirais par rapport à ces deux autres. Pourtant, il y avait une jeux-là, grosse là. franchise Ouais, c'est derrière. ça, hein, puis tout ça, malgré tout, ouais. malgré la grosse franchise, on Il y a- dirait que lui est sorti, puis on Il n'a plus n'y a pas eu entendu de parler après. Kickstarter sur ce jeu-là. Ah. Ils ont pas fait de Kickstarter. J'imagine que les ayants droit de la licence n'étaient pas d'accord. Donc Ah ouais. c'est sans doute pour ça aussi qu'on n'en a pas entendu parler. Gros outils Ouais. promotionnels Ou peu. qu'on peut utiliser. Mais ouais, Ah. non, en effet, moi aussi, Dommage. je l'ai vu passer, puis on dirait qu'on l'a oublié. Là, dès Oh, ouais, mais il y en a qu'il est tellement sorti, qui hein. sortent maintenant. Ouais, c'est ça. Il Mais- peut pas juste en avoir des bons et on peut pas tous les voir et les jouer. Ouais. Mais bon, je suis content de pas y jouer. Hein. Ça a l'air un peu décevant. Et toi, Simon? Oui, moi j'ai joué et là, c'est ça. Hein. Ben là, en fait, probablement, c'est important de mentionner que là, on revient tout juste du LAL. Ah ouais! Qui était une convention de jeux privés du Randolph, en fait, qui était vraiment exceptionnelle, en fait, mais on aura la chance d'en reparler dans d'autres épisodes. Hein. Ouais, absolument. J'ai joué au jeu Le Testament du Duc de Crécy. Qui est un jeu polonais, en fait, édité par Ignacy Czewiczek. Malheureusement, j'oublie le nom de l'auteur. En fait, c'est un auteur polonais. J'ai pas mémorisé tous les noms polonais, mais tu sais comment je suis un fan des jeux en provenance de ce pays-là, en fait. Ben oui, je sais, mais tu nous l'as dit là, la journée où tu l'as récupéré. Exactement, je l'ai eu dans le Mad Trade, j'étais vraiment content, c'est vraiment la plus belle valeur que je suis allé chercher du Mad Trade. Et c'est un jeu de cartes, en fait, un jeu de cartes, hein, tu sais, donc tu vas placer des cartes devant toi, tu vas acquérir des cartes, dans lequel tu vas, par contre, la thématique, c'est que tu fais vraiment un arbre généalogique. Alors tu pars, ton personnage principal, c'est toi, mais après ça, tu vas jouer tes enfants, tes petits-enfants, en fait, tu vas jouer 4 générations comme ça. Et la thématique, elle est juste trop bonne, en fait. Là, quand tu décides de te marier ton premier fils avec la fille du boulanger, tu sais que c'est pas très bon au niveau bourgeoisie, sauf que ça va augmenter ton côté économique. Et là, emmené, tu décides de marier ta première fille avec le collecteur d'impôts. Puis là, t'es comme, oh non, pourquoi j'ai marié ma fille avec ce vieil homme? Mais en même temps, tu sais que c'est bon pour ta famille parce que c'est un aristocrate. Donc, la thématique est tellement bonne, en fait, c'est fou parce que tes familles, là, tu vas aller chercher des titres, tu vas devenir un marquis, tu vas devenir le conseiller du roi, tu vas organiser des balles. Donc, vraiment très cool. Assez rapide aussi, hein. Ça se joue peut-être en 1 heure, mais j'ai été frappé à quel point, pour un jeu de cartes assez simple, tu sens vraiment que ta famille grandit. Puis là, des fois, t'as des couples qui ont comme 4-5 enfants. Des fois, t'en as, ils sont pas capables d'avoir des enfants. Là, t'es comme, ah non, ok, ma lignée va s'arrêter là. Vraiment très cool. En fait, je vous le recommande. Pour tous les fans de jeux de cartes, là, c'est un incontournable selon moi. J'ai entendu dire qu'il y avait une extension, mais je crois qu'elle est juste en anglais. Donc, je vais essayer de trouver ça. Mais le Testament du Duc de Crécy, vraiment très cool comme jeu. Cool. Très polonais, en fait. on en doute pas. Ouais, non, c'est ça, ça peut pas l'être plus, en fait, là, à un certain point. Donc, très cool, félicitations, là, à ce jeu-là, parce que j'ai déjà comme joué 7-8 parties, là, je pense, puis c'était toujours un peu différent chaque fois, mais c'est les mêmes personnages qui reviennent, donc tu t'attaches un peu. Martin, l'amiral de la navire française, ou je sais pas trop quoi, mais c'est un gars assez épique, là, tu sais, lui, il te rapporte beaucoup d'argent, puis c'est un aristocrate. Donc, vraiment une thématique très forte pour un jeu quand même assez euro, là, malgré tout. Ouais, là. ok. Ouais. Donc, bien fait. Ben écoute, moi j'ai joué à un autre jeu. Ouh! Pour faire changement, C'est un jeu dans l'espace. Ouais, c'est un jeu dans l'espace, mais pour faire changement, c'est un jeu absolument atroce que j'ai joué. Jeff, tu parles jamais des jeux que t'aimes pas. Non, c'est rare. Non, ça, Là, c'est je vois rare. Thibaut qui essaie de voir la photo, il est comme oh, un jeu atroce. C'est un jeu quand même qui date, là, si je ne me trompe pas, c'est 2008. Le premier gros Kickstarter, en fait. Hein? Ouais.
C'est un jeu qui s'appelle Alien Frontier. C'est un jeu de placement de dés. En fait, c'est un placement d'ouvriers, mais avec des dés. Dans lequel on commence la partie avec 3 dés et à ton tour, tu vas rouler tes dés. Et tu vas aller les positionner dans différents endroits du plateau, évidemment. C'est un jeu assez euro, donc collecter des ressources qui va te permettre de dépenser dans une autre action future. Par contre, les endroits sur le plateau, ils ont des restrictions. Il y a des endroits où tu peux juste mettre ton dé selon la valeur, ça va avoir une influence. Mais d'autres endroits, il te faut il te faut 2 dés qui sont des paires. Un autre endroit, il te faut 3 chiffres consécutifs. Et c'est pas mal. Ou 3 chiffres identiques. Donc, c'est à peu près ça les places. Le problème, c'est que dans ce jeu, tu commences avec 3D, tu peux aller en chercher jusqu'à 6. Et la case qui te permet d'aller chercher plus de dés t'exige d'aller chercher des doubles, d'avoir des doubles. Ah, c'est facile des doubles avec 3D. Avec 3D. Avoir des doubles avec 3D. C'est facile. Après, plus de la moitié de la partie, j'avais encore 3D. Oh. Et tout le monde en avait 6. Mais t'es pas bon au dé, c'est ça? Ben, je suis pas bon dé, non. Ah. C'est un skill, hein, je pense, que j'ai pas. Mais tout ça pour dire qu'en gros, je pense que le jeu est brisé. À cause de littéralement. ça, là. À cause de ça, parce que c'est clairement la première action que tout le monde veut faire. Il n'y a pas de raison de faire quoi que ce soit autre, parce que 3D, c'est trop peu. Pour les exigences, c'est avoir des doubles, c'est le moins pire, mais avoir 3 pareils, avoir une suite de 3 chiffres qui se suivent. Avec 3D, tes chances sont quand même très diminuées, puis ça te nuit beaucoup, hein, parce que au bout du compte, tes dés, c'est tes ouvriers, donc plus t'en as, plus tu fais d'actions. Donc très, très, très pénalisant comme jeu. Je pense que le concept, il est intéressant, mais je pense qu'il y a plusieurs trucs là, qui marchent plus vraiment de nos jours, qui ont été dépassés par d'autres jeux. Et si vous cherchez un bon jeu de placement de dés, jouez plus à Kingsburg tant qu'à ça, parce que au moins lui, il est bien fait. Bon, ben c'est ça, hein, Alien Frontier, désolé, Sorry. 2008, JF, le chef a dit non. Tranché. Thibaut, t'as peut-être un autre jeu que t'as joué récemment, ou je sais que t'es pas mal dans le travail, t'es en train de printer des figurines au moment où on se parle, là, donc... Ça, ouais, non, en ce moment, pas grand chose. Non, tu travailles sur tes propres Pas jeux. de nouveauté, en tout cas. Comme Alien Frontier. Ben magnifique, je pense qu'on est déjà prêt d'abord à passer à la section entrevue. En fait, on a plusieurs questions. Là. Jeff, je vais te laisser y aller. T'es le spécialiste des bonnes questions pour commencer. Donc, Ah ouais? Ben, t'es reconnu pour ça, non? Ah ben, si tu le dis, si tu le Ouais. dis. Alors, Thibaut, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, on voulait te recevoir à l'émission à cause de V-Commando, tout ça, mais on en a profité, évidemment, avec l'imminente sortie de Assassin's Creed pour en profiter et venir te jaser un petit peu sur comment ça se passe, ce projet-là. La sortie du Kickstarter. Oui, en effet, la sortie du Kickstarter. Donc, c'est un jeu que j'imagine que tu l'as annoncé là, il y a à peu près peut-être un mois et demi environ, mi-septembre, que tu allais faire une campagne. Boum! Ça le fait venait. ça sur les réseaux. Ouais, exactement. Mais j'imagine que ça faisait un petit bout que tu le savais, que tu travaillais sur le jeu et que tu cachais cette information. Je veux juste savoir, dans le fond, ça fait combien de temps que tu es sur ce projet-là environ? Ça fait à peu près 1 an et demi Oh. qu'on en a parlé avec Ubisoft. Ok. En fait, je crois que c'était février l'année dernière, donc février 2017. Je vais essayer de pas faire des réponses trop longues. Hein. Ah non, vas-y, mais, prends ton temps. Mais voilà, mais nous en fait, toute l'équipe là de Triton Noir a travaillé chez Ubisoft, où certains collaborent encore. Du coup, c'est sûr que nous on avait des contacts là-bas. Ils avaient joué avec Commando, ils avaient bien aimé, et du coup, j'allais dire très naturellement, l'envie de travailler ensemble, ça s'est fait vraiment tout seul, quoi. Donc après, en juillet, donc l'année dernière, donc en février, on a commencé à en parler. Moi, j'ai tout de suite commencé à travailler dessus pour voir au moins si c'était faisable, enfin parce que avant d'aller plus loin, voilà. On s'est assez vite rendu compte que oui, c'était tout à fait faisable. L'idée c'était d'adapter le système de gameplay de V-Commando. Il est quand même assez fortement adapté, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de changements, enfin surtout beaucoup de nouveautés en fait. Ok. Et en juillet, on a rencontré les gens des US d'Ubisoft pour aller plus loin, enfin plus la formaliser les choses et faire un contrat. Et le contrat, on l'a signé en novembre, toujours l'année dernière. Donc ça a été assez vite en fait, tout s'est fait assez vite et assez simplement. Je pense en bonne partie parce qu'il y a une grosse confiance réciproque
Et la Ok. proximité, vu qu'on est à Montréal et que c'est Ubisoft Montréal j'allais dire, qui sont un peu le jeu a été créé ici, enfin la licence Assassin's Creed elle est née ici, et Ouais. du coup l'équipe principale elle est ici, donc Ok. c'est sûr que les liens se Fait sont que faits assez j'imagine que ça simplement. t'a beaucoup aidé justement de connaître déjà cette compagnie-là, puis avoir des Bien contacts. sûr. Puis, ben, c'est toi qui les as approchés pour ça ou c'est eux qui te connaissaient, vous êtes parlé, puis on Bah, dit, ouais, t'as fait ce C'est jeu-là, nous qui serais-tu les avons intéressé? Ou... approchés de manière un peu improvisée même, je te Ok. Tu dirais. jouais à V-Commando? Bah, ils connaissaient déjà en fait, ils l'avaient déjà, Ok. donc ça c'était plutôt, ça aide, hein, c'est plus simple. Il faut C'est savoir que positif. le MR là, qui gère notamment les licences chez Ubi, c'est un gros joueur de board game, Mhm. il fait beaucoup de Kickstarter, donc déjà, lui il maîtrise totalement tout cet univers-là. Et du coup, c'est vrai que ça s'est fait simplement. Donc en fait, moi j'avais parlé à Fabrice avec qui je travaille là, qui est ici avec moi à Montréal, de l'idée d'adapter une licence de jeu vidéo. Et puis bon, on en a parlé, il était super excité. Et puis il est revenu genre 2 semaines après en me disant j'ai déjeuné avec Emar, j'en ai parlé, il est super partant. Donc voilà, Ah donc ouais, ça s'est fait. ça s'est fait vite, ça s'est fait Oh. comme ça. Mm. Tellement de questions juste avec cette petite Oui. trace. En fait, j'irais peut-être. Là, peut-être qu'on ne pourra pas avoir des réponses à toutes nos questions. Euh, Première question, c'est ce que j'ai vu beaucoup dans les spéculations sur Facebook. Et là, tu disais c'est adapté du système de vie Commando. On ne veut pas que tu nous dévoiles tous les punchs, mais à quel point c'est similaire, mettons, dans l'expérience de jeu générale? Alors, ça va être dur de faire. C'est comme d'habitude, sans aller trop dans le détail. C'est le feeling. Moi, les gens qui ont joué là, bon, ça fait longtemps qu'on le playtest aussi, donc il y a beaucoup de gens qui ont signé des NDA là, ici en Oui. France, partout où on a fait tester, mais disent ils trouvent qu'il y a le feeling de V Commando et qu'en même temps c'est très différent. Donc, c'est-à-dire que je pense que des gens qui aiment le gameplay de V Commando, il y a de fortes chances qu'ils aiment celui-là, mais l'univers est très différent. Après, on retrouve j'allais dire, le système de furtivité est assez Ouais. proche. Simplement, il a été, alors il y a des choses qui ont été améliorées ou enrichies, et il y a des choses qui ont été simplifiées parce qu'elles étaient trop compliquées et finalement peu utilisées. Donc, par exemple, maintenant, on peut cacher les cadavres, ce qu'on ne faisait pas dans V-Commando. Donc maintenant, si tu laisses traîner un cadavre, donc une figurine couchée, et qu'il y a un garde qui rentre sur la tuile, eh ben, il va faire un test de furtivité, enfin un test de détection comme s'il y avait un assassin sur la tuile. Et Hmm. donc s'il repère un cadavre, évidemment, il déclenche l'alarme. Donc on a toujours ce système d'alarme, ce système de renfort qui sont plus importants quand l'alarme sonne. Mais ce qu'on a beaucoup développé, en fait, ce qu'on a énormément travaillé, et je pense on a pas mal innové sur un aspect qui est pas vraiment du gameplay, mais c'est la prise en main du jeu. On a énormément travaillé dessus. On a un système là aujourd'hui, je pense, qui est assez original. Les gens qui l'ont testé ont vraiment aimé, qui est tellement puissant en gros que moi je commence à expliquer le jeu. Puis si je m'en vais 1 heure et je reviens, les gens en fait ils ont continué d'apprendre les règles du jeu et de jouer au jeu par eux-mêmes sans même que je sois là en fait. Mais quand tu parles de ça, c'est comme le UX du jeu ou c'est comme une espèce de. Là, je vois que tu peux pas trop m'en dévoiler, mais une espèce de tutoriel C'est ou. ça, c'est un espèce de tutoriel Ok. intégré qui est fortement inspiré de ce qu'on fait dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que tu apprends en jouant. Ouais. Donc là, c'est une mécanique qui est assez simple, mais où on apprend en jouant. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est pas le cœur du jeu est pas là. J'allais dire des joueurs, des gros joueurs, eux, vont sans doute lire les règles et puis peut-être même Ouais. zapper une partie de ça. Mais en fait, dans les nouveautés qu'on a, on a quand même des nouveautés assez majeures qui sont de la gestion d'expérience pour les personnages. Donc, on a un QG en fait. Oh, Donc, entre intéressant. chaque mission, tu retournes à ton QG, tu upgrades tes persos, tu upgrades ton QG aussi. Tu peux Ok. soigner ceux qui se sont fait Hmm. éliminer en cours de partie, Nice. pouvoir acheter de l'équipement, etc. Donc, il y a ça. Et il y a aussi un système d'enveloppe qu'on ouvre avant chaque mission et dans laquelle on va avoir des cartes qui vont peu à peu enrichir nos decks d'événements, d'équipements, Hmm. et aussi évidemment des surprises, des cartes que tu révèles au moment où tu as fait quelque chose. Genre de T'as un Legacy. legacy, Alors, ça? T'es-tu en train de c'est nous pas, dire ça? c'est pas Legacy dans le sens où on Parce qu'il n'y a déchire rien de rien, il n'y destructible. a rien de Ouais. destructible, il y a quand même des choix par moment. Je vais pas trop rentrer dans le détail. Ouh. Et c'est sûr que les enveloppes vont nous permettre aussi de faire vraiment des surprises et des nouveautés. Et on va insérer aussi petit à petit des nouvelles règles dans le jeu. T'apprends en jouant, mais on t'a peu à peu des nouvelles règles. Par exemple, la lame d'assassin, tu l'as pas au début.
Mais le jour où tu l'as, bah, ça te fait une nouvelle action qui est assassiner, qui est pour le coup le même genre d'assassinat qu'on avait dans V Commando, hein. Tout aussi puissant mais tout aussi risqué à placer. Donc voilà. Puis quand tu parles d'adapter le gameplay un petit peu, l'ergonomie, aussi la prise en main, est-ce que tu as fait ça dans le but un peu peut-être d'aller chercher un public plus large? Parce que j'imagine qu'en faisant Assassin's Creed, tu dis ben le public est peut-être plus du côté jeux vidéo, ou du moins une grande partie des joueurs de jeux vidéo pourraient y être intéressés et faire le saut vers le jeu de société avec ce jeu-là d'ailleurs. Alors, Est-ce que ça fait partie de ta réflexion oui, oui. de En fait, c'est création? la réflexion, elle est double. Elle est que moi, pour faire V-Commando, je voulais déjà travailler l'accessibilité. C'est-à-dire que moi, alors V-Commando, c'est semi-réussi de ce point de vue-là, hein, pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où j'ai réussi à simplifier, à rendre le Ouais. jeu plus accessible. Il y en a d'autres qui font que le jeu reste toujours compliqué pour des néophytes ou pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Donc ça, pour moi, c'était un semi-échec de V-Commando. On me l'a pas reproché, mais Mais moi, quand pour je vois toi, des là, gens, personnellement, voilà, là. c'est ça. Moi j'ai pas réussi à atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Donc c'est sûr que moi, je voulais continuer de Ah, rendre le jeu plus accessible sans appauvrir le gameplay. Donc c'est là un peu le challenge. Ouais. C'est pas faire un jeu simple avec basique, avec voilà. Je veux que le jeu reste riche, reste tactique, mais en même temps que ce soit plus facile de l'apprendre en fait, tout simplement. Ensuite, sur la question du public, je pense, mais alors là c'est super dur de savoir, mais je pense que malgré tout, les backers, en tout cas de la campagne, seront plus des joueurs de board game qui connaissent le jeu de société et les figurines, etc., que des joueurs de jeux vidéo, à mon avis, parce que c'est des gens qui ont plus l'habitude d'aller sur Kickstarter déjà. Mm. Ouais, de voir passer Donc, ces nouvelles-là, voilà. d'être dans le réseau, d'être exposé au C'est Kickstarter, ça. là. Voilà. Mais en même temps, sur V-Commando, j'avais par exemple la volonté de faire que le jeu soit accessible à des enfants à partir de 10 ans, bon, accompagnés d'un adulte, hein, parce que je pense que les règles. Non, mais le témoignage que j'ai eu le plus jeune, c'était 5 ans. Il Ça, jouait? Ouais, ouais. Il jouait, mais son gamin de 5 ans, il partait à l'école avec les cartes. Et il faisait ses stratégies et il revenait dire à son père, là, faudrait qu'on fasse comme ça, Ok, il était etc. vraiment Oui, dans lui, il le... était à fond. En fait, les enfants tripent beaucoup plus que ce que je pensais sur V-Commando. C'est, À cause de la thématique, j'imagine, puis bah, la il y a thématique, tellement de saveurs, mais... bah, la thématique pour elle, elle rime, elle signifie rien en Ouais, c'est fait. vrai, quand t'as Tu 5 vois? ans, à la Deuxième Guerre Ouais, mondiale, c'est ça, tu sais j'avoue pas, que mais ça... même les ados, je pense que pour beaucoup, ils savent pas trop. Mais sur Assassin, c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui rêvent de cet univers, tu sais, que les parents les laissent pas jouer. Et je me dis que c'est aussi une occasion pour que les plus jeunes, alors peut-être pas 10 ans, mais tu vois, pour que des plus jeunes puissent jouer aussi. Donc, et là, on travaille, voilà, je sais qu'on travaille fort. Je dis on parce que voilà, je suis pas tout seul à travailler même sur le design du jeu. Là, l'équipe, elle grossit Et pour ça. est-ce que, ben justement, ça m'amène un peu dans une autre question par rapport à ça. Tu dis, elle grossit, j'imagine, pour ce projet-là, mais quand tu arrives à avoir les droits pour une licence quand même assez grosse là, d'une compagnie comme Ubisoft, à quel point eux, ils ont leur mot à dire sur le jeu que tu vas créer? Alors ça, c'est une question intéressante. Alors déjà, sur Wikipédia, c'est quand même une des 10 plus grosses licences de jeux vidéo dans le monde, C'est là. ça, Donc c'est c'est une énorme, très là, très grosse c'est... licence, Assassin's Creed. Alors comment ça se passe? En fait, c'est le classique, j'allais dire, accord de licence, c'est-à-dire que nous, on doit faire valider tout ce qu'on crée Ouais. ici. J'espère qu'on pourra développer ça un peu plus après parce que c'est un des aspects où nous on va assez loin. C'est pas juste une exploitation de licence où on reprend les personnages qui existent et puis on les met en figurine. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc effectivement, ils valident tout ce qu'on fait, donc notamment les figurines, l'époque, enfin bon, toutes ces choses-là. Et je me rappelle plus quelle était l'autre partie de la question. Excusez-moi. Non, mais c'est un peu, c'est quoi... Et là, tu parlais surtout des visuels, puis de comment vous Ouais. allez l'utiliser, mais au niveau, mettons, des mécaniques, puis tout ça, est-ce que eux, ils vont... Est-ce qu'ils ont assigné un designer à l'interne pour Ah non, pas du tout. Non, non, superviser, pas du ou... tout. Alors voilà, c'est vrai que c'était ça ta question. En fait, on est complètement indépendant d'Ubisoft. Ubisoft ne met pas d'argent dans le projet, donc il n'y a pas des gens chez Ubisoft qui travaillent Ouais. sur ce jeu en particulier. Ok. Ils nous accompagnent, ils nous aident. Pour l'instant, voilà, ce qui se passe, c'est côté validation, ça se passe d'une façon, je pense, dont tous les gens qui travaillent sur des licences rêveraient. C'est-à-dire que ben là, j'ai envoyé ce matin un mail de validation, 2 heures après, c'était OK, on valide tout. Oh. Donc ça va très très vite. Et puis quand ils valident pas, ben, en général on est d'accord, on corrige et puis ça va très vite. Donc ça se fait de manière très fluide. Mais encore une fois, les gens de l'équipe, Fabrice par exemple, il a travaillé sur Initiates, qui était une espèce de branche d'Assassin's Creed. Donc il a une connaissance super forte De de l'univers. l'univers. Donc tout ce qu'on crée,
moi je suis plus axé sur le gameplay, donc c'est sûr que moi les jeux Assassin, je les ai tous joués, donc je veux dire. Donc voilà, à nous deux, si tu veux, on a une complémentarité qui fait qu'en gros, tout ce qu'on leur envoie, ils vont pas nous dire ah mais non, mais ce personnage-là, tu peux pas le mettre parce que. Ah, parce que vous Voilà. partez pas nécessairement de nulle part, là, puis vous avez déjà une expérience là-dedans, Ben, puis c'est vous ça. connaissez Gage les de la Ça, choses. licence ça, aussi, ça, c'est ça aide important. beaucoup. C'est sûr qu'une des difficultés pour les ayants droit de licence, c'est que leur licence soit pas respectée. C'est ce qui se passe très souvent. Ouais. Et du coup, ils essaient des discussions sans fin sur bah non, mais vous pouvez pas faire ça et vous auriez dû faire comme ci. Donc si on a un doute, nous on demande avant, ce qui aussi ça paraît bête, mais puis comme les réponses viennent très vite, ben, on le fait. Au lieu de travailler sur quelque chose, puis C'est après de te ça, rendre compte. exactement. On a imprimé 300 Euh, figurines. Voilà, donc, et puis après, oui, juste pour développer pour les gens, parce que c'est vrai que les gens savent pas forcément toujours ce que ça signifie un accord de licence, mais tu payes une avance sur royauté au début, et ensuite tu payes des royautés sur chaque vente en fait. Donc en gros, mais c'est juste, j'allais dire, enfin, c'est juste un accord financier. Évidemment, Ubisoft valide Ben oui, ils veulent le protéger perso, leur etc., marque, puis etc. l'univers qu'ils ont créé aussi, Et c'est j'imagine. tout à fait là. normal. Enfin, je veux dire, c'est normal parce que sinon ça fait leur marque se délite là. Enfin, genre, ça marche pas quoi. Donc, Non, c'est Ouais. clair. c'est ça. Mais là, justement, vas-y, tu voulais développer un peu Alors plus oui. sur. Tu disais que. C'est pas le même C'est personnage. ça, tu fais pas C'est juste ça. prendre, C'est ça. copier tout ça. Et Donc... ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire que nous, cette relation fait que je pense que si on se connaissait pas, on n'aurait pas osé se dire, bah, allez, on crée 4 nouveaux assassins pour le jeu, par exemple. Ok, Oh, ok, Là, oh shit, voilà, ok, donc, ok. les 4 persos du jeu de base seront 4 nouveaux assassins. Bon, on en a dévoilé un là pendant le reveal. On va dévoiler les autres petit à petit. On essaie de garder un maximum de surprises pour le Kickstarter pour que ce soit dynamique, vivant et plein de Mais surprises. vous êtes chanceux et parce que voilà. c'est dans 5 jours. Hein? C'est ça, c'est bientôt. Oui, 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 c'est tout là. Donc effectivement, on crée beaucoup de persos. Alors c'est pareil, tous les autres, ben, c'est des secrets, c'est des surprises. Il y a évidemment une partie du contenu qui va rester secrète même pendant la campagne, comme je disais tout à l'heure. Ouais, parce qu'il y a des choses à Je découvrir dans parlais l'histoire. d'enveloppes, mais on puis- va aussi avoir des boîtes avec des figurines que vous allez découvrir en Oui, jouant. bon. Donc, Legacy, voilà. ça. Et je pense que ça rend la chose beaucoup plus excitante de savoir qu'il y a des nouveaux persos en fait. Sinon, tu vas juste te dire, ok, dans cette boîte-là, c'est Leonardo ou c'est machin. Donc, je veux dire, Hmm. là au moins, tu auras vraiment des surprises. Parce que tu sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir dans la boîte, ça peut être Tu peux n'importe pas quoi. savoir et ça peut aller loin. C'est-à-dire que voilà, on a des libertés assez géniales. On va retrouver des persos connus. Enfin bon, voilà, Ok, il y a des caméos, des affaires de voilà, même. c'est ça. Après, comme je disais, je peux pas trop m'étaler, mais pour nous, c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler comme ça. On a des idées, on a des envies, bon, on discute avec eux évidemment pour se mettre d'accord. Et puis, Mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse part de scénarisation pratiquement là-dedans, ou tu sais, Oui. c'est une campagne, il doit y avoir une histoire globale Alors, qui c'est- relie tout ça ensemble. c'est ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure dans les nouveautés par rapport avec Ando, mais effectivement, c'est une grande campagne d'une 20aine de missions. C'est pour ça que aussi c'est un des rôles de Fabrice aussi dans l'équipe, c'est que lui en fait c'est un des auteurs du jeu de rôle Nephilim, donc Fabrice Lamidé, je vais dire son nom complet, ça sera mieux. Donc lui c'est vraiment, lui il est vraiment dans l'histoire, l'univers, c'est son ok, truc à fond. Magnifique. Donc j'allais dire toute l'histoire là qu'on déroule, qui se passe donc après Assassin's Creed Brotherhood. Donc là on explore une période qui n'a pas été traitée par les jeux et on va voir un peu ce qui s'est passé entre Brotherhood et Revelations qui arrivait 25 ans plus tard, donc il y a un grand trou. Mais donc Fabrice... Ah, voilà, donc vous avez c'est- quand même un mandat en plus dans l'histoire Ben oui, c'est ça. générale. alors là, si pour le on coup, veut. par exemple, c'est pas un mandat. Toi, c'est quand on a commencé à parler du jeu, on s'est dit quelle époque. Avec Fabrice, on a réfléchi, on a survolé un peu les différentes. Et puis on est revenu vers Ubisoft en disant, nous, ce qu'on aimerait, c'est Cette traiter période. cette époque-là. On aimerait que ça se passe à Venise parce que Venise, c'est un choix, j'allais dire, qui est vraiment esthétique. C'est-à-dire que moi, quand on m'a parlé de Venise, j'ai dit, mais Venise, c'est vrai que c'est beau, c'est original, ça va faire des tuiles différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Toi, ça fait presque une signature juste en voyant les tuiles, les gondoles, les machins, les masques. Enfin, il y a tout un univers qui est assez unique. Donc, et puis voilà, ils nous ont dit bingo, et puis on est parti là-dessus très très vite en fait. Ok, fait que nouveaux personnages, nouveau histoire, scénario, Oui, c'est développé ça. par le Il Triton. doit y avoir des nouveaux vilains peut-être. Bah oui, bien sûr. Non. Et en fait, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut, tu vois, on a suivi, on est donc, là on se base sur un jeu qui a été fait il y a 10 ans, enfin à peu près, hein. Mais on essaye de suivre aussi la modernisation de la licence.
Aujourd'hui, par exemple, là dans le jeu, il n'y aura pas de foule, ni de gestion de la foule, ni d'interaction avec la foule. On va en avoir peut-être juste des aperçus avec des cartes événements ou des choses comme ça, mais c'est quelque chose qui a disparu petit à petit dans la licence parce que c'est vrai que c'était un peu plate à jouer, enfin je pense. En tout cas, je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, mais je suppose que c'est juste pour ça. C'était juste une gêne quand tu te déplaces, t'étais juste gêné et puis bon, c'était pas très agréable. Donc il y a des choses comme ça, il y a des modernisations et il y aura des boss par exemple comme il y a dans Origins Ouais. et puis on l'avait peut-être un peu avant. C'est vrai que parfois tu combattais des personnages clés. Fait que c'est pas Dans des nécessairement boss. basé sur les jeux de l'époque de Brotherhood, mais sur un peu l'ensemble de la licence. Là, puis... Bah, je n'irai pas jusque-là, tu vois, mais c'est-à-dire qu'on essaie de prendre certaines modernisations du jeu, bon, on essaie de les prendre, mais en même temps, on ne prend pas tout, parce que sinon, le jour où on fera un autre univers, si ça arrive, bah, si on commence à faire un aigle qui te dévoile la carte, comme dans Origins, bah, par exemple, bah, ça sera plus une nouveauté dans Origins, ou si on met des combats de bateaux, bah, et puis qu'on fait Black Flag avec les pirates, bah, pareil, il y aura pas cette Ouais, nouveauté. donc Donc, ça prend le côté unique aussi de ce propre c'est jeu-là. ça, Là. on essaie de prendre juste les trucs clés et la limite plutôt rajouter des choses que nous on a créées plutôt que d'aller en piocher dans les autres épisodes en fait. Cool. Ben oui, c'est ça, on en parle depuis tantôt, mais là, des figurines, c'est une évolution, hein, parce que dans le fond, Vicomendo, c'est un genre de jeu de figurines, mais sans figurines, donc jeu de furtivité où tu avais des jetons, tes personnages se retournent s'ils sont furtifs ou pas. Alors, comment t'en es arrivé au fait que la figurine était une évidence dans ce jeu-là et que tu pouvais pas faire autrement? J'imagine que... Mais là, c'est Assassin's Creed. Ça- Il y avait pas des petits jetons. Là. Je comprends, je sais, mais le système à la base de Vicomendo Et basé n'utilisait pas là-dessus. de figurines, il marchait très bien malgré tout. Bon, j'imagine que faire un Kickstarter aussi, tu sais, bon, les jeux de figurines souvent ont un hype peut-être un peu plus élevé sur... Toujours, bah, toujours et beaucoup Et beaucoup plus. Bon, Oui, pas un petit la différence elle est énorme. Donc oui, bah en fait, par rapport à V-Commando, à l'origine, moi c'était un jeu de figurines quand on l'avait testé ensemble la première fois, là je me souviens il y a bien je m'en longtemps. rappelle. On le testait avec des figurines, c'est-à-dire que Absolument. j'avais des figurines. Parce que bah, c'est vrai que moi j'ai toujours aimé les jeux de figurines depuis que je joue, enfin ça fait très longtemps, là. Je jouais à Warhammer Battle dans les années Ah, ouais, ok. 90, tout ça. Donc moi j'ai toujours adoré ça, les jeux Games Workshop à l'époque. Mais par contre, quand on a commencé à se pencher sur V-Commando, quand on a vu la complexité, c'était nouveau, c'était un premier jeu, il y avait 2 extensions, on voulait faire quelque chose de la meilleure qualité qu'on puisse. Et on s'est dit, si on rajoute les figurines, là, ça va devenir, ça va être impossible. Et c'est vrai que ça a été déjà très difficile à gérer, parce que j'ai quasiment géré le projet tout seul, fait le design du jeu. Enfin bon, c'était déjà beaucoup de travail. J'ai eu 1 an de retard déjà. Si j'avais mis des figurines, je pense que j'aurais eu 2 ans de retard, voilà. Ou peut-être même que ce serait pas fait, je sais pas. Donc bref, c'est un des rêves que j'ai pas pu réaliser avec V-Commando. Ah, ok, Là, là, c'est t'as la sûr chance que de. là j'ai sauté sur l'occasion, et c'est certain aussi que quand on en a parlé avec Ubisoft, c'était une évidence pour tout le monde qu'il fallait des figurines. Ouais, J'ajouterais même que les figurines d'Assassin's Creed à cette échelle-là, il n'y en a pas. En tout cas, en jeu, ou en tout cas de très bonne qualité, il n'y en a pas. Et que bah, c'est aussi l'occasion de faire plaisir aux fans. Donc c'est sûr que, par exemple, on va reprendre certaines poses iconiques de certains personnages. Et là, on va les avoir en figurine. Et je pense que juste ça va prendre une dimension qui va vraiment toucher les gens, quoi. Pas pour vous rendre jaloux, mais dans le fond, nous, on a une espèce de petit display là, devant nous avec 3 figurines qui se trouvent, je sais pas, dans une espèce de ruelle sur le bord d'un petit quai. En fait, c'est absolument magnifique. Les figurines sont peintes en plus. Donc, effectivement, pour les fans de figurines, je pense que ça va Alors, être un genre d'incontournable. je pense et que... alors voilà, et pour continuer sur les figurines, alors parce que c'est important, Mais tu nous disais justement, il y en a 800, c'est ça? 8000. 8000, Non, non. ok, ouais, c'est quand même On assez est, fou. bah ça c'est pareil, c'est des quantités que je peux pas donner. On va être à peu près dans ce qu'on voit d'habitude sur Kickstarter. En fait, Beaucoup. non, alors sans excès par contre. Ce sera pas un jeu. Pas des énormes, Ce là, sera y a pas un de jeu titan, kilo là. plastique comme on dit là. Ok. Ce sera pas un jeu où tu achètes une boîte de figurines puis après tu sais, voilà, parfois tu Y a sais pas pas de trop jeu, quoi faire là. avec, ou alors t'en as une partie qui tu sais pas à quoi elle sert. Donc là, l'idée, c'est vraiment nous, on focalise toujours sur le gameplay, j'espère que j'aurai l'occasion de le répéter, mais ça reste le cœur et le truc principal de ce qu'on fait. C'est pas Kickstarter, c'est pas les figurines, enfin, je veux dire, le jeu, c'est quand même, pour nous, c'est le cœur. Mais pour revenir aux figurines, là, on travaille, on a eu du mal, évidemment, à trouver des gens, parce que je pense que sur la planète, il doit y avoir
30, 40 sculpteurs de figurines, je sais pas, mais Ok, il ils y en a sont pas beaucoup, là. extrêmement difficiles à trouver. Des bons, j'imagine. Bah non, nous évidemment on cherchait, alors évidemment, genre évidemment tu cherches des bons, oui, comme toujours, des pas bons ou des gens qui connaissent pas, parce que nous on voulait uniquement des gens experts, c'est-à-dire qui ont déjà sorti plusieurs jeux avec des figurines, parce que comme nous on n'a pas d'expérience, je veux dire c'est la démarche logique qu'on fait depuis le début, c'est si on sait pas faire, bon, on va chercher des gens qui savent faire. Si on allait chercher des sculpteurs qui sont doués mais qui n'ont pas d'expérience, je pense que ça nous aiderait pas. Et c'est une denrée Et alors, rare. c'est extrêmement difficile à trouver. On a fini par arriver à monter une équipe. Là, on travaille avec 7 sculpteurs, donc c'est Ah ouais. beaucoup. Ah pour ouais, le ok, coup. vous prenez le tiers de la population mondiale des sculpteurs de figurines. Alors, ce qui est cool, c'est que le projet a aidé évidemment à ce qu'ils disent oui. Ben ouais, hein. Et je pense qu'ils tripent pas mal là. Enfin, je veux dire, ceux qui travaillent dessus nous disent que vraiment Ils sont excités, puis- ouais, ils s'éclate. Et puis, en fait, ce qui est génial, c'est que je trouve que les designs sont très beaux. C'est-à-dire que les designs d'Ubisoft, hein, bon, que nous maintenant on en crée en essayant de s'aligner sur les standards évidemment. Mais c'est très beau, c'est très riche, les vêtements, etc. Ouais, il y a beaucoup de détails. Voilà, puis, donc ça fait des figurines riches et belles en détail. Et l'autre chance qu'on a, c'est de partager les locaux, c'est l'occasion d'en parler avec le Scorpion Masqué. Il faut savoir que Manuel Sanchez, qui est le directeur Oui. artistique du Scorpion Masqué, c'est un ancien de la figurine qui travaillait aussi dans Ah une ouais. boîte où il faisait des jeux de figurines. Ok. Et donc, qui s'appelait Alchemy. Et donc lui, il a quand même une belle expérience là-dedans et il nous Donc, aide je peux vous donner quelques beaucoup conseils. sur la direction artistique. Voilà, donc on fait ça ensemble, mais c'est sûr qu'il a un œil et une expertise technique. Nous, on apprend, voilà, comme on en parlait avant le podcast, avoir une imprimante 3D, donc qu'on a acheté, donc ça on découvre par nous-mêmes. Mais alors, donc ce que ça fait un combo. Le combo, les sculpteurs qui sont très bons déjà à la base, et Manuel et les designs qu'on a qui sont très beaux font que, pour moi, après je laisserai les gens juger, mais pour moi, les figurines qui sont faites par ces sculpteurs-là, je les trouve d'une qualité exceptionnelle en fait. Et, Ah ouais, et quand je non, compare avec c'est- ce qu'ils ont fait sur d'autres jeux, pour moi, parfois tu peux même te demander si c'est le même sculpteur qui a fait les deux figurines. Ah, il y a une Donc, coche au-dessus. ah, ouais. mais moi je trouve, après encore une fois, je suis peut-être pas bien placé pour le voir, mais on va en dévoiler beaucoup. Là, en ce moment, il y en a beaucoup qui arrivent. Là, on en valide plusieurs par semaine. Là. Et il y en a qui sont extraordinaires, enfin vraiment. Vous verrez, bon après. Mais en même temps, de on celles que contact. j'ai devant moi là, je suis d'accord avec toi en fait. Là, puis je sais que là, on n'est même pas nécessairement à leur top qualité. Mais moi, je suis pas un fan de figurines. Hein, sauf que je serais prêt à jouer avec ces petits bonhommes-là. Ça a l'air le fun. Et oui, j'ai le goût. C'est ça, comme on disait dans ta présentation, tu as une grande expérience du jeu vidéo, travaillé dans cette industrie-là pendant plusieurs années. Une industrie avec du gros cash, tu sais, qui fait des gros jeux avec des grosses équipes. Et là, tu fais le saut vers le jeu de société, qui est un peu comme tout le contraire, c'est-à-dire pas nécessairement beaucoup d'argent, pas des grosses équipes, puis pas du gros cash. Comment tu trouves ça? Et solo, oui. en fait, j'ai juste une petite anecdote à dire sur Thibaut. Thibaut, je l'ai vu pour la première fois il y a peut-être 5 ans. Dans toutes les conventions de jeux où je suis allé, il était là à ne pas jouer à des jeux avec sa version de V-Commando, à la faire tester. Et moi, j'admirais ça au plus haut point. Je me disais, ce gars-là, c'est sûr qu'il réussit, il est trop dédié, en fait. Donc, félicitations, hein, je trouvais ça admirable de te voir au Jab, tester tes jeux Ouais, tout le temps, toutes les places où j'allais, t'étais là. Donc, Jeff, je te laisse retourner à ta question. Je me demandais juste oui. comment tu trouves ça, faire ce Ben, saut-là. moi, c'est pour ça que j'ai fait le saut en fait. C'était pour quitter des projets qui étaient devenus énormes. Le dernier jeu sur lequel j'ai travaillé, c'était Watch Dogs chez Ubisoft. Et au total, c'est 1000 personnes qui travaillent sur un projet comme ça pendant plusieurs années. Je crois que ça a duré 4 ans. Donc, je veux dire, Et du coup, moi, c'est sûr que je retrouvais plus. C'est toujours pareil, on est tous différents. Il y a des gens qui carburent à ça, voilà, puis- qui aiment ça, qui aiment être concentrés sur un type de tâche et exceller dans cette tâche parce qu'ils sont ultra spécialisés. Moi, je suis un peu l'inverse de ça. Moi, je suis plutôt touche à tout. Généraliste. Voilà. Et c'est aussi que j'étais dans des rôles de gestion. Dans lesquels je me débrouillais bien, mais dans lesquels je m'amusais, Tu touches plus je à m'amusais grand pas jeu, trop. hein. Voilà. Et moi qui ai plutôt un profil créatif que j'avais un peu oublié, je l'ai retrouvé en fait en quittant ça. Et c'est aussi que je voulais, c'est ça, entreprendre à mon compte, enfin me mettre à mon compte parce que je pense que je fonctionne mieux comme ça, et retourner effectivement à des choses créatives.
et aussi à plus petite échelle. Donc moi j'ai toujours aimé le board game, moi j'ai commencé par là, hein, avant le jeu vidéo. Et j'ai toujours aimé ça, et effectivement je me suis dit, bah, il y a Kickstarter maintenant, donc C'est possible de faire voilà, un c'est saut, puis possible, c'est possible d'y arriver. C'est difficile, je pense qu'on a toujours, Ouais. on a toujours cette image un peu idéaliste, on voit les gros chiffres, on voit les Kickstarter qui marchent, mais il faut aussi regarder tous ceux qui marchent pas. Ouais. Et surtout, moi, la plus grande peine que j'ai, c'est à la limite ceux qui arrivent et qui font un jeu, qui mettent autant d'énergie que j'ai pu en mettre, et puis à la fin, leur jeu est mal noté, ou se vend pas, ou ça marche pas, et donc c'est ça. Ça reste difficile, mais au moins, il y a pas effectivement l'enjeu de dépenser énormément d'argent pour faire un jeu comme c'est le cas pour le jeu vidéo, parce que même si tu fais un jeu indépendant, ce qui pourrait être comparable à ce qu'on fait, hein, je pense même qu'on peut dire que c'est comparable, mais tu vas avoir toujours des postes en plus, tu as de l'animation, tu as Ouais. du son, Ouais. t'as C'est pas- dur de faire tout faire ben, quand tu c'est fais un ça. jeu Mais tu auras de plus jeu de vidéo. dépenses. Tu vois, aujourd'hui, nous, on travaille avec beaucoup d'artistes, mais là, tu vas avoir tes artistes. Puis, comme je disais, en plus, tu as, d'autres métiers qui se rajoutent. Puis ensuite, faut que tu. Enfin bon, c'est beaucoup plus compliqué. C'est très technique aussi. Moi, je suis pas du tout technique. Donc voilà, c'était. Ouais, j'imagine dans le jeu de société, dans le jeu de plateau aussi, c'est que ta grosse dépense vient surtout de la production du jeu. Mais quand tu... Fabrication. Ouais, de la fabrication, mais quand tu vas sur Kickstarter, théoriquement, ta fabrication, elle se fait après. Hmm. Alors qu'en jeu vidéo, c'est un peu le contraire. Tu sais, il faut que tu investisses toute ta production dès le début. Ton argent, il faut que tu le dépenses dès le début. Tu sais. Bah, oui, dans le jeu vidéo, je pense que c'est plus la conception du jeu qui coûte de l'argent, plus que la fabrication. Surtout que maintenant, c'est de plus en plus digital. Enfin, les gens téléchargent. Donc, je veux dire. Ouais, ça coûte plus. Bah Ça non, coûte c'est pas ça. énormément C'est cher. ça. C'est plus rapide, c'est plus souple aussi. Tu peux patcher ton jeu Mm. s'il y a des bugs, ce qu'on peut pas faire dans le jeu de société. Ouais, ça c'est Donc, toujours, voilà. toujours fatal. Est-ce que, mais là tu disais justement, tu sais, c'était quand même difficile. Tout ça. Est-ce que c'était plus difficile que qu'est-ce que tu t'y attendais ou t'étais prêt pas Ah mal oui. à ça? Bah, j'étais prêt, je pense, parce que j'ai eu la chance de faire à la fois des métiers de gestion, j'ai fait du game design et j'ai fait du graphisme et de la 3D et tout ça. Donc c'est sûr que je couvrais un peu tous les métiers, donc j'allais pas du tout en terrain inconnu. Mais ça a été clairement plus difficile que ce que j'imaginais parce qu'il y a toujours tous les aspects que tu peux pas savoir. Quand tu connais rien, à la législation, enfin il y a plein de trucs bêtes, mais tu sais, qu'est-ce que tu dois mettre comme logo derrière ta boîte si tu veux vendre ton jeu aux États-Unis, en Europe? Mm. Parce que moi j'avais la volonté que le jeu soit distribué partout. Et ben, c'est des questions qui peuvent te prendre des jours, voire des semaines pour trouver l'info. Enfin, tu sais, Ah ouais, et c'est et un en truc plus, auquel tu penses pas du tout au début. tu puis- penses pas, puis t'as pas envie de faire ça Non. du tout. T'es en retard, t'as envie de finir ton jeu, et donc voilà. Donc il y a des choses comme ça qui rallongent et qui sont difficiles, quoi. Ouais, ben l'investissement, au début, c'est surtout du temps. Tu sais. Au bout Oui, du c'est compte, ça, mais tu sais, ça te coûte pas de l'argent, mais ça te coûte tout ton temps. Non, tu mais sais. tu sais, si tu dois travailler en même temps, Mm. c'est pas la même chose que si tu as le temps d'y travailler. Ah. Tu sais, si tu as assez d'économies pour travailler puis de ne pas avoir d'autres travail en deçà. Si je me trompe pas, toi, tu n'avais pas d'autre travail. En fait, tu es arrivé au Québec en 2011, si je me C'est trompe ça. pas. Est-ce que tu avais déjà l'idée de Vicomendo avant d'arriver ou c'est au Québec que tu t'es Pas dit du ça? tout. Bah, je suis venu au Québec en me disant qu'il y avait beaucoup plus de travail dans l'industrie du jeu vidéo et que c'était une bien meilleure idée de créer une société ici plutôt qu'en France. Ok. Ah ouais, Parce ok. qu'en France, c'est très compliqué, c'est même mal vu. Enfin, je veux dire, en gros, en France, un patron, c'est quelqu'un qui exploite les autres. Je caricature un peu, mais il y a toujours un peu cette vision, malheureusement. Ok. Donc tu veux pas être un patron en France. Bah, en France, honnêtement, je pense que c'est. Voilà, enfin, c'est pas que pour ça, mais c'est surtout Ouais. parce que administrativement, t'es taxé dans tous les sens. Enfin, t'as peur d'embaucher parce que tu as du mal à te séparer des gens si ça se passe pas bien. Enfin, bon, bref, pour plein de raisons. Moi qui ai aucune formation pour faire ça en plus. Je me disais, je vais pas me rajouter des contraintes, voilà. Mais donc, je suis venu ici en 2011, j'ai travaillé, c'est ça, chez Gameloft et chez Ubisoft, et j'ai quitté à l'été 2013 Ubisoft et là, effectivement, j'ai quitté dans l'idée de me lancer dans le board game, mais j'avais Concentré même sur pas d'idée de jeu encore. Ok. J'avais une idée de système de jeu qui était, avec les imprimantes 3D, de se dire, bah, à la limite, faire des jeux à télécharger que tu imprimerais chez toi, ça semblerait être une bonne idée. Et puis, à force de recherche, j'ai vu que c'était pas une bonne idée. 3D Print and Play, c'est le Voilà. premier qui m'a parlé de ça, de Mais cette je idée-là, pense- mais je c'était pense un que- peu avant-gardiste. Un petit ça, peu, ça ouais, le sent. Beaucoup trop, parce que quand je vois aujourd'hui la difficulté qu'on a même à sortir nos Ça figurines pour commence notre jeu, là, tu sais, à voilà. être accessible. Ça commence, puis je sais même pas si ça va se généraliser, j'y crois moyennement là. Donc voilà, donc je me suis dit on va faire un jeu en carton normal avant, on va voir comment ça se passe, on va apprendre tout le process de manière classique,
puis on verra plus tard, et puis plus tard, j'ai toujours pas envie de faire ça. Mais c'était ça. C'est pas au programme, il n'y a pas un autre jeu. J'ai un prototype très embryonnaire de jeu, effectivement, juste à imprimer comme ça, qui pourrait être fun, mais bon, on verra ça un autre jour. Un petit goodies, ouais. Ben là, je pense qu'on est pas mal rendu à parler un peu plus de V-Commando, de la campagne Kickstarter, qui est toute une autre expertise, dans le fond, de mise en marché. Ton Kickstarter a quand même assez bien fonctionné. Je pense que tu es allé chercher le double de ce que tu voulais aller chercher. Alors, je vais corriger ça en fait. C'est l'impression que ça donne. Effectivement, on demandait 40 000 $ et on a récupéré 87 000. Enfin, récupéré. Vous avez 87 000 sur Kickstarter. Après, il ne faut pas oublier que Kickstarter en prend 10%. Donc déjà, 10% une partie. Okay. Il y a une partie de cartes qui sont refusées, etc. Donc à la fin, il en restait, je crois, 74 déjà pour Triton Noir. Ok, c'est pas le genre de. Voilà. Ça, c'est pas l'info qu'ils nous mettent sur Kickstarter. Non, c'est ça. Donc déjà, quand les gens voient des gros chiffres, déjà, t'enlèves 10% pour Kickstarter et puis t'enlèves, je pense, tous ceux qui n'ont pas passé. Voilà. Okay. Mais effectivement, l'objectif que tu mets, c'est un des problèmes dont je parle souvent. C'est un des problèmes de Kickstarter, c'est que tu ne peux pas mettre un objectif réaliste. C'est-à-dire que V-Commando, ça a coûté, juste en fabrication, ça, je compte même pas les coûts d'illustration et tout ça, ça a coûté de mémoire, sachant que je suis pas du tout bon avec les chiffres, mais je crois que c'est à peu près 70 000 $ US de fabrication. Ah ouais, ok, voilà. Fait que c'était... Parce que j'ai décidé d'en faire 4500 au lieu de 3000 comme c'était prévu à l'origine, mais ça coûte cher. Et il y a les extensions aussi avec, c'est pour ça en fait. Moi, je devais imprimer 3 jeux, donc c'est ça, donc c'était cher. Moi, fait que là, si mettons t'avais reçu 40 000, ça aurait été difficile de le faire. Si j'avais reçu 40 000, j'avais un plan B de gens qui pouvaient m'aider pour compléter jusqu'à la somme dont j'avais besoin. Sinon je l'aurais pas fait. Ok. Mais si j'avais demandé 80 000, c'est ce que j'explique aussi, c'est pour expliquer pourquoi est-ce qu'on dit 40 alors qu'on a besoin de plus. On dit 40 parce que si on demandait 80, tous les gens te diraient mais pourquoi tu demandes autant d'argent alors que tous les autres demandent 40 ? Fait qu'il y a un peu la tendance avec qu'est-ce que les gens demandent. Alors, c'est ça. Et un des problèmes de Kickstarter, c'est les attentes des gens, et je pense, et qui sont parfois... c'est très complexe. On le vit beaucoup aujourd'hui parce qu'on prépare beaucoup la prochaine campagne avec Assassin. Ouais, ça risque d'être un autre coche au-dessus. J'espère que... Mettons 2-0 de plus. Alors, on va voir, je sais pas. C'est très très dur de faire des pronostics, mais nous, si on n'atteint pas 1 million, c'est un échec. Ouais, voilà. Donc... et puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de dépenses aussi avant. Nous, on a dépensé beaucoup, on a emprunté beaucoup. Oh, vous avez investi déjà beaucoup pour avoir la licence. C'est un des autres. Enfin, si on parle des problèmes de Kickstarter, je sais pas si on enchaîne. On est là. Je pense que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Mais aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, tu fais un jeu de figurines sur Kickstarter, c'est pas compliqué. T'as pas le choix. Tu dois montrer toutes les figurines de ton jeu. Ah ouais, ok. Donc elles sont toutes faites. Et ça, le coût, il est énorme. Les sculpteurs là, dont je vous parle. Les imprimés, c'est pas ça qui est cher. Là. Non, mais ça c'est anecdotique. Mais je veux dire, les sculptures, je te dirais, alors je vais parler en euros parce que la plupart ils sont en Europe, mais c'est c'est très variable, hein, mais je dirais que c'est entre peut-être 900 et 1500 € pour une figurine. Ah oui, fait que quand t'en as 50 dans ton jeu, ça va rapidement. Mais on sait qu'il y en a juste 30 au monde. C'est un investissement que tu fais avant ta campagne. T'as ça, t'as les illustrateurs, là on va aller à Essen pour présenter le jeu parce que donc c'est tu dois te déplacer. Essen, je crois que ça doit nous faire quelque chose comme 25 000 $ canadiens en tout, là, en comptant le voyage, le stand, enfin tout, l'hôtel. Bref, il y a des grosses dépenses, mais il y a des choses qu'il faut faire qui sont importantes. Mais toutes ces dépenses-là, tu les fais avant la campagne. Donc je veux dire, en fait, on est un peu obligé de dépenser. En fait, aujourd'hui, si tu veux, tu dépenses une bonne partie de l'argent que tu aurais besoin de récupérer sur Kickstarter, mais tu dois le dépenser avant. Parce que c'est devenu comme ça. Parce que sur Kickstarter, les gens ils veulent voir déjà tous les dessins puis toutes les. En fait, ils veulent avoir l'impression que ton jeu il est fini, quoi. Et du coup, ça amène pour moi dans les problèmes. Hein, ça fait des jeux qui arrivent avec parfois plein de figurines, mais où il n'y a pas vraiment de gameplay. C'est-à-dire qu'ils savent pas encore trop à quoi va ressembler le jeu, ou alors c'est embryonnaire. Ils n'ont pas le choix de faire les figurines à l'avance. Donc... Nous, par exemple, nous c'est une erreur. Moi, je n'ai pas de problème à en parler. Nous, sur Assassin, c'est une erreur, mais on la rattrape. Il n'y a aucun problème aujourd'hui. On va avoir nos figurines pour Kickstarter. Mais nous, on a travaillé sur le gameplay à fond pendant longtemps. Avant de te mettre sur les figurines. Évidemment, on attendait de signer le contrat avant de se dire maintenant c'est fait, parce que tu vas pas commencer à payer des sculpteurs de figurines. Juste pour le plaisir. Voilà. Donc, et ensuite, le recrutement a été beaucoup plus compliqué que ce qu'on croyait, donc ça nous a retardé. Ça vous a retardé un peu là-dedans. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que côté gameplay, on a vraiment ultra avancé.
Donc voilà, il y a la campagne et il y a encore du travail, mais je veux dire, le jeu, on sait où on va, puis on part pas de rien non plus. Donc, Ben, c'est encourageant déjà d'entendre ça parce que justement sur Kickstarter, oui, il y a plein de jeux qui sont financés massivement, mais est-ce que c'est vraiment des bons jeux? C'est pas toujours clair. Tu sais, des jeux de figurines, il y en a énormément, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont financés massivement, mais dont on n'entend jamais vraiment parler par la suite. Puis, bah, il y a de tout, c'est ça, il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont moins bons. mais de savoir que le Euh, gameplay a été mis de l'avant, c'est toujours une bonne chose dans un jeu de société, Bah, j'ai nous, c'est l'impression. ce que je dis, et moi, c'est pas, je veux pas dire je me bats parce qu'on est tous d'accord. En fait, on a des rôles bien répartis, donc c'est cool. On a des gens qui sont plus business, plus. Fabrice, il passe du temps à regarder les Kickstarter, tout ça. Moi, je le fais un Suivre peu, mais l'actualité un peu. Puis... voilà, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que les gens font comme commentaire. On est accompagné aussi par quelqu'un en France qui nous aide spécifiquement pour Kickstarter, là. Donc, c'est quoi les tendances en ce moment, Hmm. qu'est-ce qu'on fait pour les stretch goals, enfin voilà, etc. Mais moi, c'est toujours le gameplay, quoi. C'est-à-dire. C'est le jeu, quoi. Genre, on fait des jeux, on fait pas des campagnes Kickstarter. Je comprends, c'est facile de tomber dans le panneau parce que c'est tellement important ta campagne, tu dois la préparer tellement à l'avance et tu vas être C'est obligé. long. Nous, on fait des choix aussi. Il y a des trucs que tu es obligé de faire qui font pas vraiment du sens, mais tu es obligé de faire ça En parce que c'est fonction de la... Kickstarter, tu vois. Hmm. Mais bon, tu le fais en te disant, on gère les risques, tu vois, en se disant, bon, bah, ça va, enfin, on trouvera une solution, on trouvera quoi faire, enfin voilà, ça va, ça m'inquiète pas. Mais on ne développe pas un jeu comme j'aimerais pouvoir le développer si moi j'avais le budget pour le faire. C'est sûr qu'on ne travaillerait pas comme ça. Moi, je ferais pas toutes les figurines maintenant, ça, pour moi, ça n'a aucun. J'en ferai Ouais, quelques-unes, voilà. ça sert pas à grand chose de les Donc faire c'est un peu, maintenant. voilà, ça, c'est un peu les côtés qui me déplaisent. Ça et puis les faux budgets là, parce que mais c'est sûr que si sur Assassin, si on demandait vraiment le budget dont on a besoin, mais c'est super dur à estimer parce que C'est si, super dur, c'est je veux ça. dire, nous selon nos projections du nombre de backers, ça peut aller jusqu'à 1 million de coûts de fabrication. Tu demandes quoi sur Kickstarter? Tu demandes 1 million? Enfin, tu sais, je veux dire, ça fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. ça, c'est si on en a beaucoup, mais je veux dire. Mais c'est vrai que ça dépend toujours en fonction du nombre de gens qui vont le commander, là. C'est Fait que ça, c'est, c'est des fois, c'est ça. dur de prévoir vraiment. Ton objectif, c'est très dur de le définir aussi. Si tu as 10 000 backers ou si tu en as 30 000, c'est pas du tout la même chose. Donc, bon. Donc, bref, mais on vit avec, et pour moi, c'est quand même une chance géniale d'avoir ça. Sans Kickstarter, je le redis, même pour ce jeu-là, on serait pas capable de faire ça. Je veux dire, Non, c'est ça. voilà, Triton Noir, c'est une petite société. Voilà, on a fait V Commando, mais ça suffirait pas à couvrir toutes les dépenses d'un jeu comme ça, quoi. Non, ça a l'air assez massif. En fait, je sais même pas, là, j'ai tellement de questions. Toi, t'en as-tu? En plus, on est là dans le temps. On a peut-être un petit peu de temps encore. Ouais, encore un petit peu. Ben, je voulais parler un peu de distribution. Parce que. Ouais. Ouais, Ouais, as-tu une meilleure ouais. question? Non, mais je pense que c'est une bonne question. Peut-être juste, avant, j'en poserai une Vas-y, qui est vas-y. plus par rapport à V-Commando et tout ça, puis après, on ira là-dedans. Euh, V-Commando, tu te dis, ça t'a pris 1 an de plus que ton Kickstarter, ben, que la date prévue à faire. Bon, j'imagine que c'était quand même une année stressante où ton budget était prévu pour une année, finalement, ça t'en a pris 2. Euh, Tu t'identifierais ça à quoi? Mettons, là, tu as parlé des. Tu sais, tu savais pas nécessairement quoi mettre sur la boîte, tu sais, des détails plus de ce genre-là, mais est-ce que le fait de rajouter des extensions dans les stretch goals, est-ce que c'était. Moi, je suis toujours un peu inquiet quand je vois ça, puis souvent, je dis aux gens, faites attention quand vous kickstartez un jeu qui propose des nouvelles mécaniques dans les stretch goals. Alors, oui, les stretch goals et les extensions, c'est deux choses différentes parce que moi je suis d'accord. Dans les stretch goals, moi je trouve que mettre du nouveau gameplay ou quand je vois des jeux qui rajoutent une nouvelle faction ou un cinquième joueur, je me dis wow, ça c'est quand même testé. chaud. Voilà, alors, bon, faut savoir aussi que les stretch goals, souvent, enfin la plupart du temps, c'est pipoté, c'est anticipé, ils testent le jeu. Oui, à ils l'ont 5 joueurs, déjà, ils ils savent l'ont que déjà ça marche. fait. S'ils le font bien, bien sûr. Et puis ils disent bon, on retire un joueur, puis on dira que ça fait un joueur en plus pour le stretch. Enfin, les stretch, malheureusement, t'es un peu obligé de faire ça. Ouais, ils sont surtout avec comme, c'est des fausses bah ouais, nouvelles mais choses, dans le fond. c'est quasiment que ça, je veux dire, faut être honnête aussi. Mais en même temps, ça fait partie du jeu pour moi. C'est-à-dire que, D'après pour moi, c'est ça ceux fait qui le partie font du bien, fun. tu sais. Bah, ça fait partie du fun du truc, c'est que tu as des nouveaux trucs qui se débloquent. Nous, on fait une boîte, là, la boîte de base. Si on débloque tous les stretches, on va plus que doubler, je pense, le nombre de figurines dans la boîte. Je veux dire, si tu le prévois pas dès le début, ça fait aucun sens. Donc, je veux dire, oui, c'est pas magique et on rajoute pas du contenu comme ça. En tout cas, nous, on cadre tout, on fait attention à nos dépenses aussi, évidemment. Donc, je pense qu'on fait très attention et qu'on a quand même la volonté de rester rentable et de
pas faire des trucs foufou. Et donc on a un peu dévié, c'est ta question. Non, mais dans le fond, parce que là, tu disais les extensions, c'était Pardon, pas des, pardon. c'était Oui, pas des c'est ça, stretch c'est goals, ça. c'était vraiment des. Les extensions, c'est vraiment dans les pledges, c'est-à-dire que tu Ah, ok. pledgeais, tu prenais le jeu de base tout seul, le jeu avec une des deux extensions, ou Et les le extensions jeu avec existaient deux déjà. extensions. Ben, non, enfin, genre, tout arrivait en même temps, tout était à développer en même temps. Enfin, Ok. elles existaient, genre, on travaillait dessus aussi pendant la campagne. On avait surtout, travaillé sur le jeu de base, et c'est sûr que les extensions, on les a développées après. Donc, mais ça a pris du temps, ça a pris du temps. Pourquoi ça a pris un an de retard? En partie à cause des choses qu'on a mal estimées, en partie à cause du fait que je suis assez perfectionniste, donc j'essaye toujours de pousser aussi loin que je peux. Puis si je m'étais écouté, j'aurais rajouté encore 6 mois, mais je veux dire, il y a un moment. Est-ce que les gens y écrivaient beaucoup? Est-ce que tu Non, recevais des emails chaque jour? Il y a où non, mon pas jeu? du tout, pas du tout. Les gens, faut voir qu'il y avait quand même à peu près 1000 backers, hein, donc t'as moins de pression que quand on a 20 000. Hein. Après, je pense qu'on a bien géré ça, enfin bien géré ça. Les gens sont gentils, ils sont patients. Enfin, nous, on a été vraiment avec des gens bienveillants qui ont vraiment été positifs. Il y a une personne qui s'est plainte une fois publiquement parce qu'on était en retard, mais je veux dire, une fois. Toi, Ok, si tu dis c'est sur vraiment 1000 peu, personnes, là, c'est quand même ouais, exceptionnel. C'est sûr que nous, on a pris sur nous, on a offert des choses aux backers en plus qui n'étaient pas prévues. C'est-à-dire que quand on a annoncé le retard, on a aussi annoncé qu'on allait débloquer des choses en plus pour tout le monde, pour s'excuser, et voilà, parce que je pense que c'est normal d'avoir une compensation. Mais donc c'est ça, et puis c'était énormément de travail, quoi. Ben, j'imagine en plus c'était ton premier Kickstarter. C'est ça, puis premier Kickstarter, Premier jeu de société, Premier jeu. première société que je crée, donc il y a aussi tout Premier ça, tu sais, produit il y de avait société. tu penses pas, mais tu sais, Première là-dedans. la compta, les voyages, les salons, tout ça, enfin je veux dire, c'était fou, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps. Ben c'est ça, je vais parler un petit peu de distribution parce que c'est souvent des questions que les gens qui font des Kickstarter ont, puis c'est un domaine peut-être un peu moins connu, la distribution. Fait que je sais qu'au Canada, tu es distribué par le Randolph, Oui. Mais est-ce que, tantôt tu disais que tu avais l'intention, tu voulais que ton jeu soit distribué un peu partout dans le monde, est-ce que tu as d'autres distributeurs à l'étranger, en Europe ou aux États-Unis? Actuellement, on travaille aussi avec Pixie en France, Angleterre, Belgique et Suisse. Ok. Et après, on a beaucoup de difficultés à trouver des distributeurs ailleurs, pour diverses raisons. Il y a peut-être des raisons qu'on ne connaît pas. Je pense qu'on a un jeu qui est un peu niche, enfin, en tout cas que les gens jugent niche de par son thème notamment, et donc ils se disent qu'ils ne pourront pas faire des dizaines de milliers de ventes avec, donc ça ne les intéresse pas. On a aussi à l'inverse des gens qui sont petits, qui feraient pas beaucoup de boîtes, mais qui trouvent que c'est trop cher. Alors là, ça ramène à des questions de qualité de fabrication, parce que nous, on travaille avec Panda, qui sont en Asie, mais qui est, à ma connaissance, le meilleur, qui fait la meilleure qualité là-bas. Enfin, la meilleure qualité tout court, je pense. Je veux dire, quand on voit leur jeu, la qualité du carton, des composants, c'est ce qui se fait de mieux. Donc évidemment, ça a un coût. Mais nous, comme on voulait essayer de tout avoir au max, on a choisi ça. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, à mon avis, ça nous ferme des portes aussi pour la distribution. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais considéré pendant que tu planifiais ta campagne? Est-ce que tu t'avais déjà contacté des distributeurs? Est-ce que tu savais c'était quoi qui s'en venait, ou du moins c'était quoi les étapes à passer avec les distributeurs? Ça, c'est intéressant parce que j'ai contacté les distributeurs pendant la campagne, même avant, et qui m'ont répondu t'es gentil Coco, mais quand tu auras financé ton jeu, tu nous rappelleras. Donc ce que je peux comprendre, mais ça fait qu'effectivement il y a des choses que tu pourrais anticiper ou préparer en sachant que tu seras distribué après, et là, pendant ta campagne là tu pouvais pas. Mais donc non, c'est très dur aussi. Une autre raison, et ça je pense que ça touche tout le monde pour le coup, une raison pour laquelle c'est difficile de trouver un distributeur, c'est qu'il y a de plus en plus de jeux, et donc le marché commence à être un peu, je dirais pas saturé quoique, mais en tout cas il y a beaucoup de jeux. C'est plus compétitif peut-être ou ça fait que tout le monde est plus sélectif, les joueurs tout comme les distributeurs. Mais c'est vrai que moi quand je vois moi si j'étais distributeur, je pense pour me faire un avis sur un jeu, je l'essaierais évidemment, puis après j'irai voir ce que disent les médias et les notes sur les sites, et quand tu vois les notes et les critiques de V-Commando, tu vois, tu te dis ça a l'air quand même de valoir la peine, et malgré tout on n'y arrive pas, quoi. Donc je me dis que, alors c'est sûr aussi, il y a aussi une autre faiblesse qu'on a, c'est que nous on n'a pas de commercial évidemment, on n'est pas bon là-dedans, c'est pas notre truc, puis on n'aime pas ça, donc on passe pas nos journées à écrire, à téléphoner, à aller chercher, faire de la com, on en fait beaucoup, mais faire des contacts chercher avec la distribution. Mais c'est très dur, et c'est même, je peux raconter cette anecdote parce que c'était même humiliant. On a été au GAMA, qui est un salon aux US, là, on a été en mars avec Fabrice pour trouver un distributeur aux US.
Et là, mais les mecs, des gens avec qui même tu as déjà échangé par mail, même certains, je leur avais envoyé une boîte du jeu. Tu vas les voir pour essayer de leur parler et ils te donnent leur carte en disant non mais là je rencontre plus personne, là j'ai plus le temps. C'est au début du salon, premier jour. non mais là je vous laisse ma carte, rappelez-moi. Genre, et plusieurs comme ça, et un autre qui a pris la boîte de V-Commando, qui la sous-pèse, il a même pas regardé ce que c'était, il fait ça doit valoir à peu près $50, tu vois. Et tu fais genre, donc c'est ça, ouais, c'est au poids, exactement au poids, sans même savoir quel type de jeu c'est, pour quel public c'est, etc. Donc c'est difficile, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le même monde. Et c'est vrai aussi qu'on a eu des difficultés aussi avec certains, enfin avec un distributeur en particulier où on a eu qui avait pris le jeu en dépôt-vente et qui nous a jamais rien payé, donc a vendu 1000 boîtes du jeu et qui nous a pas payé. Donc il y a aussi des difficultés. Bon, ça c'est pas de chance, c'est rare que ça arrive, mais ça nous est tombé dessus aussi. Donc je veux dire, il y a aussi des embûches. Enfin bref, c'est très compliqué, quoi. C'est difficile et c'est vrai que ça, à date, moi ça donne pas envie. Enfin, effectivement de mettre plus d'énergie là-dedans, quoi, en tout cas. Mais bon, on verra. C'est vrai que Kickstarter permet de s'affranchir de ça. C'est après que la campagne soit terminée que là, tu as pu plus facilement peut-être approcher du monde, parce que avant ça, c'était pas ça, possible. j'ai essayé, j'ai réussi à en rencontrer certains. Il y en a certains avec qui ça s'est fait tout seul, hein. Pixie en France, ça marche bien. Ça s'est fait une rencontre sur un salon, hop, on s'est tapé dans la main, et puis nickel, quoi. Donc ça peut aussi être super cool, super smooth, avec le Randolph aussi ici au Québec, enfin au Canada maintenant ça se passe bien aussi. Donc ça peut tout à fait bien se passer, mais c'est vrai que ça demande, je pense, un effort commercial que nous on n'a pas aujourd'hui. Et est-ce qu'on a envie, tu vois, on va embaucher des gens là après le Kickstarter, mais je doute qu'on embauche un commercial pour aller distribuer nos jeux, quoi. Mais ce qu'on sait pas beaucoup là, quand on n'est pas dans l'industrie, c'est que, tu sais, en plus de tous les salons que tu vas faire pour présenter ton jeu au public, tout ça, il y a aussi des salons B2B, là, dans le sens où c'est les éditeurs qui vont rencontrer, puis c'est juste des distributeurs. Fait que c'est des salons exclusifs pour le marché. Puis il faut que tu fasses ces salons-là aussi pour trouver des distributeurs. Fait que c'est en plus de toute ta pub, de tous les salons classiques, si on veut, connus du public, ben tu as tout ce qui est derrière le rideau un peu de l'industrie qu'il faut aussi que tu fasses, puis il faut aussi que tu te déplaces parce que oui, avoir un email, parler sur Internet à quelqu'un, c'est pas pire, mais c'est rarement là que tu vas faire des deals. C'est des deals. C'est rarement des gens, Christian Lemay du Scorpion, il me disait, en gros, ça sert à peu près à rien, il faut rencontrer les gens. C'est ça. Leur écrire. Jouer au golf, je sais pas. C'est pas encore institutionnalisé dans le board game. On n'est pas encore rendu là. Ok, éventuellement. Je pense que ça fait pas mal le tour. Peut-être, est-ce que là, on sait que tu es quand même sur plein de projets. Est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a d'autres plans au programme? Là, tu me fais nom de la tête. Non, pour l'instant, on est vraiment centré sur Assassin. Là, moi, c'est ce que je dis aux gens qui m'écrivent ou qui me demandent. Le jeu, de toute façon, on va travailler dessus encore toute l'année prochaine. Je veux dire, c'est beaucoup de travail. Et sur l'extension après. Enfin, je dis toute l'année prochaine, c'est pas vrai parce qu'il va quand même falloir qu'il parte en fabrication aussi. Mais je veux dire, ça va encore nous occuper pas mal l'année prochaine. Donc pour l'instant, on peut difficilement être sur plusieurs choses à la fois. Donc pour l'instant, on se focalise là-dessus. On a toujours V-Commando évidemment en tête. On a envie de continuer de faire des choses avec V-Commando. Mais pour l'instant. C'est en pause, peut-être éventuellement, c'est ça? Il y a des projets. Voilà. Oh, il y a des projets, V-Commando. Mais c'est des projets. Wouh! 3D printé à la maison. 3D. 3D print and play. Écoute, on va te souhaiter bonne chance pour la campagne dans 5 jours. 5 jours, le 13 novembre, les yeux rivés sur vos écrans. Ça part vite, là, les early Kickstarter. Là. Comment ils appellent ça? Early pledge. Là. Et il y aura quelque chose d'intéressant le premier jour aussi. Pour les backers du premier jour, ça c'est... Soyez alerte. Peut-être une vite. figurine à votre effigie. Peut-être. Mais bon. Je pense qu'on arrive maintenant au top 10, hein? Oui. Top 10, mais avant, on va y aller avec notre nouveau segment, les 101 questions. 101 questions, on va te demander un numéro entre 1 et 101 et on va te poser une question au hasard sur notre liste qui est le numéro que tu vas nous nommer. C'est pas nous faire des questions sur le jeu, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Allez, 27. 27. Quel est ton souvenir d'enfance favori? Wow. Je t'ai dit, hein, ça peut vraiment être large. Souvenir d'enfance favori?
Pour rester dans le monde du jeu, je te dirais, si on considère qu'à 12 ans on a encore un enfant, on va dire Oh, oui. 12 ans, 12 Ouais. ans. Mais c'était ma première partie de Donjons et Dragons, je pense. Oh! Qui m'a vraiment marqué et qui m'a fait rentrer dans le jeu, dans le jeu de société, donc, comme on dit, moderne. Là. Ça, j'ai vraiment adoré ça. Ça a été quelque chose d'assez magique. Quoi. Tu as joué beaucoup dans ton enfance à Donjons et Dragons? Pas Ça a beaucoup, été- mais on a fait voilà, 1 ou 2 campagnes. Tu vois, ça, moi, ça m'a marqué. Assez pour te mettre là, dans, Voilà. dans l'idée des jeux, puis C'est du ça, roleplay, ouais. tout ça. Ah, très cool. Nice. Bon, ben c'est maintenant le moment du top 10! 10. Alors, numéro 10. On y va. Alors, j'ai mis Battlestar Galactica. Est-ce qu'il faut que j'en parle? Oh, tu peux en parler un petit Bon, peu. rapidement. On va prendre. Ça, c'est des jeux connus. Je l'aime pour bah moi j'ai regardé toute la série là. Ouais. Ok, donc t'es un fan de. Bah, j'irais pas jusqu'à fan, mais j'avais bien aimé. Bah, je l'ai regardé en entier, donc j'ai quand même aimé. Quand même un Ça, fan. voilà, j'ai aimé. Non, c'est juste, je suis juste pas quelqu'un de trop fan dans l'absolu. Ça. Ah, ok, Voilà, je suis pas ouais, quelqu'un qui t'as a pas des de t-shirt. statuettes partout, voilà, ok, c'est ça. ouais. Mais j'avais bien aimé, et quand je joue au jeu, je retrouve vraiment Ouais, le ouais. feeling. Enfin, vraiment. Il y a des choses que j'aime pas du tout dans le jeu, notamment le côté très très aléatoire des événements. Qui font que parfois tu prends une carte et en gros tu sais que t'as perdu. Ça, moi j'ai du mal quand t'as joué 1h30 à faire des plans et tout, à essayer de démasquer le traître. Bon. Mais par contre, je trouve que c'est du génie pour la retranscription de l'univers. Je trouve ça vraiment génial. Ouais, je pense que c'est la grosse force aussi du jeu, hein, c'est Je sa pense, thématique. je pense. puis, Les traîtres et tout, c'est génial. ouais, Donc, c'est bien fait. Bon choix. Numéro 9. Numéro 9, j'ai mis Wings of War pour le côté innovateur en fait du Ça, système. c'est un figurine d'avion, non? Ouais, figurine d'avion. Ouais. Avant X-Wing, j'imagine. Ah bah oui, bien sûr. C'est Ouais, tout à c'est fait. quand même assez vieux. on tout à connaît fait. pas, on connaît pas. Il y a eu justement, je sais, il y a eu des histoires, après je sais pas très bien, je les connais pas, mais sur bah, jusqu'où X-Wing et tu sais, Un rip-off. un peu quoi, bah, c'est plus compliqué, il y a plus de règles et tout, mais sur le fond c'est quand même un peu, bon bref. Mais je connais pas l'histoire donc je ne la raconterai pas. J'aime le jeu, voilà, j'aime son côté innovant. Ce que j'aime pas par contre, c'est genre, décidément je vais tous leur Le trouver. gars, c'est un top 10. Ce que Non, j'aime c'est pas de mon non, jeu. mais il y a dans- quand même des choses que j'aime pas dedans, c'est le côté justement pas précis des déplacements. Tu te déplaces avec des petites réglettes. Et c'est vrai que bah, parfois, un mauvais geste, tu fais tomber un avion ou Ouais. quelque part, ça peut te péter ta partie. Et ça, c'est une faiblesse du jeu. Et à chaque fois que j'y joue, il y a toujours un moment Oui, où tu es tout là, le genre, temps. mais là, non, je te touche pas, mais si tu me touches, mais non, machin. Et on est là parce qu'il y a c'est un des millimètre. licenciements, Voilà, ouais. et ça, moi, c'est des trucs que j'aime pas trop. Je trouve qu'au niveau, on se dispute pas, mais je veux dire, ça crée des petites tensions qui, pour moi, sont malvenues quand tu joues à un jeu. Ouais. En tout cas, c'est pas des tensions que tu veux dans un jeu. C'est Pas ce celle-là genre que de tu cherches. tension-là. Voilà, ouais. c'est ça. Pas, Et, pas des tensions sur les règles. tu sais. Non, ça surtout pas sur les règles de mesure. Oui, c'est ça. Juste savoir, Wings of War, c'est-tu un jeu où tu te pointes avec ta flotte, si on veut, ou t'as-tu plusieurs avions puis tu te présentes avec ça? Il y en a 4 dans la boîte de base. Ils sont très très beaux. Après, tu peux en acheter d'autres et jouer des parties plus grosses, tout simplement. Je pense que c'est assez simple de faire des plus grosses. Ok. C'est pas un jeu de combat avec 50 avions. Ok, dans le toi, ciel. t'as un C'est avion. plutôt des duels ou des. Tu vois. Ok. Mais tu poses ton avion sur la table et puis tu. Voilà. Ah, très cool. Voilà. Numéro 8. Numéro 8, c'est un jeu d'ici. C'est Oh. Maudite Momie que j'aime beaucoup. Oh. Donc c'est voilà, un jeu du scorpion masqué. Payé donc, par Christian. non, mais c'est un jeu, on y joue beaucoup. Moi, j'y joue, je prends autant de plaisir à y jouer avec des adultes qu'avec ma fille qui a 8 ans et qui arrive à devenir bonne. Enfin voilà, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve malin et rigolo et simple. Donc, Effectivement, c'est tout un jeu que j'aime beaucoup. jeu assez simple, mais qui marche très bien. Ça a sa place dans un top 10 à 100%. donc voilà, il est dans le mien en tout cas. Numéro 7. Numéro Et 7. là, je l'ai vu sur la feuille. C'est Formule D. Oh! Alors c'est un jeu qui est vieux, hein. Moi j'avais la première version là. à Formula l'époque. D avec écrit DE et pas juste un D. Là. C'est ça. Je me souviens qu'à l'époque j'avais été contacté pour faire la couverture de la première édition, mais ça s'était pas fait. Ah ouais? Mais oui, ok. qui était en 3D, parce que moi je faisais de la 3D à l'époque, et donc ça commençait là un Ouais, peu. c'était puis, Ah ouais, cool. mais voilà, mais c'est un jeu que j'aime bien, que je trouve très sympa. Je trouve que justement de manière très abstraite, on a bien le feeling. Et nous on fait, bah là on a commencé un championnat, donc j'ai plusieurs circuits, puis de temps en temps on se fait des championnats où on joue sur plusieurs circuits. Ah ben là, faut qu'on se parle. Moi, je suis Oui, c'est un cool. fan fini. Là. On s'est fait souvent des tournois avec 7-8 cartes différentes. Ouais, c'est ça, c'est puis cool. là, tu comptes tes points de championnat. C'est Puis... sympa. Ah ouais, non, moi, je capote sur ce jeu-là. J'aime Jack Owens. Ok. Numéro 6. Numéro 6, j'ai mis Splendor, Ouais. que j'aime bien.
Pas de figurines là-dedans. Ah non, non. Bah, il n'y en a pas beaucoup avec des figurines, Ok. paradoxalement. Il y en a un petit peu qui arrivent, là. En fait, il y en a beaucoup qui arrivent, en fait. Le seul, mais finalement, avec, qui est pas de figurines. avec les années, moi, voilà, j'ai diversifié. Moi, je suis quand même toujours assez curieux. C'était pareil dans le jeu vidéo. Moi, j'essayais de jouer un peu à tout, même si je faisais pas même si je développais pas des jeux d'un certain type, j'aimais bien découvrir. Donc, là, Splendor, j'aime bien. Bah, ce que j'ai aimé notamment, c'est vraiment pour moi un jeu typique pour des nouveaux venus là, dans le jeu de société. Oui, une introduction, voilà. ouais. Donc, je connais des gens qui sont venus au jeu de société parce qu'ils ont découvert Splendor. Voilà. Il y a aussi un petit côté, j'allais dire, affectif. Enfin, moi, je connais les Space Cowboys là, qui ont édité le jeu. Je travaillais avec eux quand j'étais étudiant en fait, donc ça remonte à loin. Donc il y a aussi ça. Mais Un c'est petit vrai côté que c'était sentimental. leur premier jeu, voilà. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis les jeux de poker, je trouve que c'est un peu un truc de génie là. Ça sert à rien, mais c'est un. Le jeu, je pense qu'il n'aurait pas aussi bien marché, il se vendrait pas encore aujourd'hui C'est certain. s'il n'y avait pas eu ça. Et c'est un carton C'est un incroyable. très C'est un bon carton succès. incroyable. Très gros jeu. Ouais. Numéro 5. Numéro 5, j'ai mis Arcadia Quest, que Oh. j'ai beaucoup aimé. Donc moi j'ai fait la campagne. C'est quoi Arcadia Quest? Ouais, c'est un jeu cool mini avec figurines là, mais c'est un jeu PVP et PVE, c'est-à-dire que chaque joueur joue en groupe de 3 figurines, donc c'est un peu comme dans tu sais, les MMO là, Ouais, t'as ok. ton petit groupe et on peut on peut tout autant s'affronter entre nous que Ok. affronter les monstres sur la map, et on a plusieurs objectifs à atteindre. Ah. Et c'est assez cool parce que voilà, du coup, tu peux faire des alliances, des machins, enfin c'était vraiment sympa. Tu as un système d'upgrade de perso entre chaque mission, t'as Ok. une campagne en fait. Donc moi j'avais bien aimé ça. Les figues sont, bon après c'est un style, moi je trouve ça rigolo, voilà. Donc, Ok, nice. c'est sympa. Ça m'intéresse. Euh, Numéro 4. alors, numéro 4, c'est un vieux de la vieille auquel je n'ai pas rejoué depuis longtemps, mais qui a une place importante dans mon cœur, c'est Space Hulk. Donc auquel je jouais il y a longtemps. J'avais beaucoup de figurines, j'avais toutes les extensions, enfin tout ce qu'il fallait. Et celui-là, j'ai beaucoup joué à la. Est-ce que à ça, la c'est dans première l'univers de édition. Warhammer 40 000 ou... Ouais, c'est ça. Ouais, ok. C'est ça. Mais ça, c'est celui de figurines, parce qu'ils ont fait un card game après. Ah oui, non, là c'est vraiment les figurines. Voilà, tu joues, il y a un joueur qui joue une ou plusieurs escouades de Terminator, là, donc il joue 5, 10, 15 figurines. Et en face, c'est des aliens qui pop en permanence, là, il y en a de plus en plus. Mais c'est vraiment rigolo, moi, c'est un jeu que j'aimais bien. Assez malin, qui a inspiré pas mal de trucs, qui a inspiré notamment XCOM, qui est mon jeu préféré de tous les temps, je crois, jeu vidéo. Ok. Donc il y avait pas mal quand même de nouveautés là-dedans qui étaient chouettes. Des lignes de vue, enfin voilà, des choses qui étaient sympas. Ah, très cool. Et là, on arrive dans le top 3, la médaille de bronze. Le top 3. Alors en ce moment, on joue beaucoup avec ma blonde à Codenames Duo. oui. Et celui-là, franchement, on se lasse pas. C'est-à-dire qu'on a acheté tous les classiques là, de jeux à deux. On a à peu près fait le tour de tous, où on les ressort une fois de temps en temps parce que c'est sympa. Mais celui-là, il faut avoir le cerveau bien allumé, là, je trouve, pour bien jouer. Il est pas facile. On Ouais. prend vraiment du Ouais, plaisir, il est vraiment sympa. Ouais, il est pas facile, on aime Un beaucoup. bon défi. Ah, puis Très sympa. on l'a dit souvent, tu sais, Codename, ils sortent un Codename duo, t'es comme, ok, ils veulent juste faire du cash là-dessus. Puis non, tu sais, le jeu, il est là, il est. Mais moi, je trouve il amène qu'il- quelque chose, là. c'est Oh, pas juste ouais, c'est pas- une autre thématique. Là, Non, il est là. Parce que Codename à 2 à la base, c'était pas génial. Ouais. Fait que tu prends un jeu de groupe et tu amènes une belle mécanique Non. qui marche bien à 2. Bien fait, je l'aime beaucoup, moi aussi. Numéro 2. Numéro 2, j'ai mis Santorini. Santorini, que ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais c'est un jeu que, comme il disait dans la promesse, genre tu l'apprends en 30 secondes et tu peux jouer pendant longtemps. C'est un jeu, je veux dire, c'est pas loin des échecs ou des dames, hein, c'est quand même des jeux on est là. voilà, il y a pas de hasard, etc. Mais j'aime beaucoup, je trouve ça super beau, enfin les jeux Roxley là qui sont des Canadiens, là, leurs jeux sont magnifiques. à Belle la qualité de fois. production, ouais. Il y a des figurines. Il y a des Des figurines, oui. petites figurines, ouais, voilà, c'est vrai. Mais il n'y en a pas toujours, hein, mais ils font des jeux qui à chaque fois sont. Leurs pages Kickstarter sont magnifiques. Moi, ça fait partie vraiment de mes références. C'est peut-être ma meilleure référence en termes de visuel là, pour les Mais leurs pages Kickstarter. illustrations aussi hein, sont magnifiques. Tout est beau, puis, travaillé. Je crois que c'est des anciens des jeux vidéo aussi. Je sais pas où ils sont basés, mais pas à Montréal, ils sont au Canada. Non, Santorini, ouais, c'est un jeu, je pense Très qu'il va chouette. rester, ouais. Très chouette, je pense que tu peux rejouer, mais sans fin. Enfin, je veux dire, le nombre Avec de tous les personnages. pouvoirs. Moi j'ai le Kickstarter, des- donc je crois qu'il y a des persos en plus. Hein, je sais Ouais, pas. il y a plein de persos avec Mais, des pouvoirs voilà, différents. donc, Ouais, parce que Super jeu. j'ai déjà vu la version de base, puis il y a toutes les règles pour les autres cartes, mais ils sont pas là. Oh. Mais les règles sont ok. là, par contre. Fait que t'es comme, Ah, pourquoi j'ai pas Quel les cartes? teaser! C'est Quel frustrant. Ok.
Oh! Et la médaille d'or, le numéro uno! Numéro Uno, c'est aussi un très vieux jeu. Son côté français va ressortir. C'est mon là. côté français qui s'appelle Full Metal Planet. Oh, Full shit, Metal oui. Planet. La seule fois que je m'en suis fait parler, c'était par un français. Toutes les fois que je m'en suis fait parler, c'était par des Ah ouais, Français. ouais. C'est un jeu mythique, en tout cas en France. Bah, c'est sûr qu'il n'est pas très connu parce qu'il a été épuisé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les auteurs du jeu, il y avait 3 auteurs qui se sont fâchés. Il y en a un qui s'est fâché avec les autres. Ah, donc il n'y aura pas de Il n'y reprint. aura jamais de reprint, il y en a un qui bloque. Et donc, oui, c'est, tout et bloque. donc c'est un jeu qui est devenu mythique, mais qui se vend. Tu peux acheter ça, c'est des centaines de Ah, il est de très cher, dollars. ouais. Ouais, il vaut très très cher. Quoi. Ben oui, c'est normal, ils ont mis des figurines en En métal, plomb. Oui, en alors, plomb dedans. voilà. Il y a des vraies roches dans le jeu. La boîte est remplie de figurines en plomb avec des roches. C'est un jeu qui est très 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 tactique avec quasiment pas de hasard. Alors c'est vrai que je répète, enfin moi le hasard c'est vrai que je peux l'aimer dans des jeux purement de hasard, mais c'est vrai que ça m'amuse moyennement. Mais j'aime bien quand tu as vraiment de la stratégie et quand tu gagnes parce que tu as fait les bons choix ou les bons moves. Et là, c'est vraiment un jeu typique, c'est un jeu moi, que je trouve absolument génial. J'y joue pas souvent, c'est rare que je le sorte. Mais c'est un gros jeu, c'est ça, c'est massif ou... Ben non, c'est un côté un peu abstrait. Alors c'est sûr, t'as des pièces, là, ils appellent ça comme ça, t'as des unités, t'en as peut-être au maximum, tu peux peut-être en avoir 20, tu vois. Ok. Tu les déplaces individuellement. Mais un des coups de génie qu'ils ont eu, c'est qu'à ton tour, t'as des actions, comme dans n'importe quel jeu, t'as genre 15 actions, mais tu peux choisir de faire bouger de 15 cases un véhicule. Ok, ouais. Et du coup, ça te donne un nombre de possibilités. Ben oui, à qui est l'époque, vraiment- la publicité qu'ils faisaient dans les magazines, c'était t'as plus de possibilités que dans les échecs. Quoi. Ah, Et nice. c'est un jeu qui est vraiment chouette. Mais c'était 2 joueurs, ça, ou Tu peux jouer jusqu'à 4. En fait, Ok. ils avaient aussi un truc malin, c'est que là j'ai un ami qui a une boîte aussi à Montréal. Oh, On ça peut se jouer à fusionne. 8. Ah. Ouais, tu colles les deux plateaux et tu peux jouer à 8. Et tant que tu as des boîtes, et moi j'ai parlé avec des gens Tant que t'as des qui avaient boîtes. participé au championnat à l'époque, et ils avaient joué à 16. C'est-à-dire qu'il y avait 4 plateaux collés, et ils jouaient comme ça. Oh. Donc, Ah ouais, non mais c'est vrai que c'est un jeu mythique parce que j'en entends Ouais. beaucoup parler, mais on le voit rarement ce jeu-là. C'est rare que t'as la chance de Peux-tu toucher. croire qu'il a déjà été dans la collection du Randolph, dans les bas des étagères, un jeu que personne n'a jamais comme Non, il a sorti, disparu. que personne connaissait ce jeu-là. Ah non, je quelle l'ai vu tristesse. une fois, j'ai ouvert les pièces, un monsieur français qui m'en a parlé, il pouvait pas croire que j'avais ça, qu'on avait ça au Randolph. ouais. Mais non, il a été retiré. Non, super jeu, ouais, super jeu. Ah oui, Wow. très cool et magnifique. Ben, en fait, je pense que ça fait le tour hein, de notre épisode. Merci beaucoup Thibaut de t'être Ouais. prêté au jeu. Tu as été très généreux sur tes réponses et tout ça. Bien entendu, plein de surprises et de mystères hein, pour le Kickstarter à venir. 5 jours. 5 jours. Dans 5 jours. Donc le 13 novembre. Aussi, j'imagine, pour suivre le Triton Noir, meilleur endroit. Bah, Facebook, ça reste le meilleur endroit. Après, il y a Twitter. Enfin bon, après, on est, j'allais dire, un peu comme tout le monde. Là. Tapez ça dans on essaie d'être Google. Voilà. Ouais, c'est le mieux, je pense. Ouais, ben c'est très cool, hein, donc Ouais. bonne chance pour Oui, la campagne, bonne même chance. si, on n'est pas tant inquiet pour toi avec ça. On sait que le jeu va être bon, la licence est belle. Un gros Jeff, il l'a potentiel. dit, hein, le plus grand Kickstarter de tous les temps, c'est ça que tu C'est toi prédisais? c'est toi qui le dis. Non, mais moi je m'inspirais de toi. Moi je l'ai dit en ondes, mais toi tu le disais hors d'ondes en fait. Ben, je pense que ça risque d'être le plus gros Kickstarter au Québec, du moins, de tous les temps. Là. Ils sont pas D'ailleurs, difficiles à battre. Ben, Désolé pour les Il autres. va avoir à se battre lui-même. Ok, on va voir. On n'est pas dans une logique de bataille, mais Non. pour nous, ce qu'on veut faire, c'est un bon jeu et voilà, qu'on en fasse suffisamment pour pouvoir continuer d'en faire. Ah, mais ça c'est très cool, ça va donner aussi, j'imagine, une réputation à l'entreprise. Parce que des jeux d'Assassin's Creed de plateau, il y en a eu déjà, il y en a eu un en tout cas que je sais. Il y en a eu plusieurs. Ouais, mais Ah il y en a ouais, eu ouais. aucun qui me semble avoir vraiment été très J'en ai excellent. un en tête, mais j'en ai, tu sais, à ma connaissance, il y en a Ouais, pas Il y en a eu au moins 4, dont un Ah, Monopoly. ouais. Il y a eu un Monopoly, mais puis après, Ouais, il y a eu un c'est quiz, il y a eu plusieurs. Mais c'est vrai qu'il y en a. En fait, il n'y en a pas eu un vraiment, je dirais, pour les fans, enfin pour les fans, en tout cas plus aux fans en tout cas. Voilà, c'était plus, essayer de toucher plus au grand public. Et une bonne... Ouais, alors que là, on va vraiment plus vivre Voilà, on fait un jeu, l'expérience. c'est vrai que je l'ai pas dit, de- mais c'est un jeu pour les fans. C'était le mandat. Mais là, je me demandais si j'aime pas Assassin's Creed et si j'aime pas V Commando. Est-ce qu'il y a quand même des chances que j'aime ça? Bah, si t'aimes pas V-Commando, c'est sans doute que t'aimes pas le gameplay, ou alors t'aimes pas l'univers de V-Commando. Il y a des gens qui aiment pas l'univers de V-Commando et qui aiment le jeu. Ouais, ok. Faut aimer les jeux coop et puis les jeux un peu tactiques, voilà. Bon, ben, désolé maman. Ben, en fait, je pense que ça fait le tour de tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois Thibaut. Et JF, sur ce, on Bon. se dit ce qu'on se dit toujours. Ah ouais. Continue Continue à à jouer.
Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.